Bonjour à tous, bienvenue sur Cam10 Télévision, bienvenue à cette autre édition du grand débat de ce dimanche 7 février 2021. Deux thèmes à débattre et à retenir ce jour. D'abord, on parlera de la démarcation de la jeunesse en temps de Covid-19. Quelle stratégie pour une jeunesse émergente? On se questionne ce jour. Et puis, on évoquera les enjeux et les perspectives du mémorandum de la communauté Fali dans le grand nord du pays. Tous les invités sont en poste. C'est vrai qu'on va attendre un dernier. Comme invité ce matin, on a Dominique Messanga. Dominique, bonjour. Bonjour Alfred Passy-Bokolo. Bonjour à tous ceux qui prennent la peine de nous regarder à la maison. Bonjour, j'aime souvent dire un grand bonjour à ceux qui partagent le même village avec Dominique Messanga, parce qu'ils vivent les mêmes difficultés que Dominique Messanga. Ils n'ont malheureusement pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité, et la route pour s'y rendre est encore dans un état très piteux. On se demande bien si on est à 20 minutes de véhicule de Yaoundé. Et si mon village est dans cet état, je me demande bien comment est-ce qu'on peut être à l'est, à l'extrême nord, au nord et dans d'autres régions un peu plus reculées de la capitale politique. Bonjour à tous. Je rappelle que vous êtes membre de la société civile et puis observateur de la scène politique dans notre pays. Merci. Hassan Fouapon, bonjour. Bonjour Monsieur Alfred Bokolo, bonjour à nos millions de téléspectateurs, bonjour à mes différents copanélistes. C'est toujours avec honneur que je réponds à l'invitation et que je me délecte d'échanger avec les différents copanélistes qui, ma foi, non seulement sont jeunes, mais me paraissent de plus en plus prestigieux. Merci. L'un des consultants permanents de cette émission. Et puis, on a Youssoufa Hassan Ditaou. Bonjour, homme politique. Bonjour Alfred Bokolo, bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je passe aussi un bonjour à toute la communauté du Grand Nord qui se retrouve dans le Grand Sud. Vous faites allusion à la communauté Fali? Bon, peut-être le moment viendra. Je dis aussi bonjour à mes panélistes, surtout à Dominique Messanga que je retrouve sur un plateau. Et je pense peut-être je serai à la hauteur des attentes surtout de vos téléspectateurs. Merci, merci à vous. On va prendre un élément. Je vous prie de regarder cet élément sur le round-up de l'actualité de notre pays pendant la semaine. C'est un élément que signe Roland Ntiel. Sous le thème jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, la 55e édition de la Fête nationale de la jeunesse aura bel et bien lieu le 11 février prochain. Dans un communiqué qu'il a signé à cet effet, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Moumouna Fouchou, a indiqué que, je cite, « Le contexte sanitaire particulier ainsi que les hautes directives du chef de l'État imposeront cette année des mesures de précaution particulières et formules de célébration adaptées aux contraintes de l'heure. » Fin de citation. Cela signifie donc qu'il n'y aura pas les traditionnelles parades le jour de la fête. Par conséquent, tous les acteurs impliqués dans l'organisation de cette manifestation sont invités au strict respect des mesures barrières. Parlons à présent du mémorandum de la communauté Fali. Originaire du Nord Cameroun, le peuple Fali veut une chefferie de premier degré à la tête de ses 5 groupements. C'est dans un mémorandum que leurs responsables ont adressé au président Paul Biya qu'ils ont déploré entre autres l'exclusion de leurs fils et filles dans l'enjeu politico-administratif du pays. Aussi, ils plaident pour une restauration de leur identité culturelle. Quels sont les enjeux d'une telle revendication? En effet, le peuple Fali s'estime marginalisé et accuse l'État d'avoir contribué à entretenir ses frustrations sociales dans une région où les autres entités sont prises en compte. Pour cela, ils revendiquent la valorisation de l'histoire et de la culture Fali à travers la construction des stèles,
et des musées la reconstitution de l'identité et de la culture Fali. Tout compte fait, l'on espère que le gouvernement camerounais, resté silencieux jusqu'à présent, ramènera du sourire sur les visages de ses fils et filles du pays. Crise anglophone. Au moment où les appels incessants au cessez-le-feu de la communauté internationale semblent tomber dans des oreilles de sourds, le pape a dépêché son secrétaire d'État, le cardinal Parolin, dans les 2 régions anglophones en proie à la crise depuis 2016. L'Église catholique locale considère cette visite comme étant une lumière dans le tunnel. N'est-ce pas pourquoi l'échange entre le président de la République et le cardinal Parolin au Palais de l'Unité était principalement basé sur des sujets d'intérêt commun et la situation dans les régions en crise. Ce que beaucoup ont appelé, je cite, la paix en partage. Fin de citation. En sport, pour finir, parlons CHAN en revenant sur le film de la confrontation Cameroun-Maroc. Le 3 février 2021, au stade de Limbé, les Lions indomptables affrontaient les Lions de l'Atlas dans le cadre de la demi-finale du CHAN Total 2021. Les Marocains se sont imposés 4-0 au terme des 90 minutes avec un doublé de Soufiane Rahimi, l'ouverture du score signée Soufiane Bouchini et un dernier but de Mohamed Bemamer. Malgré cette défaite, notre confrère du journal Le Temps estime que si l'équipe du Cameroun a perdu le CHAN sur le terrain, Paul Biya, lui, a gagné le trophée des infrastructures. Prenons donc rendez-vous tout à l'heure à 20h pour la finale de cette messe du football africain au stade Omnisport de Yaoundé avec à l'affiche Maroc-Mali. Voici donc, chers téléspectateurs, l'essentiel des faits qui ont animé cette semaine mouvementée qui s'achève. Des faits qui passeront au crible de l'analyse des panélistes du grand débat. Bon débat et merveilleux dimanche. Merci Roland Dentil pour cet élément riche. On va mentionner que la finale de la CAN se joue ce jour à l'Omnisport, c'est ça. Voilà. Le secrétaire d'État, je vais commencer par vous, Dominique Messanga. Vous avez regardé cet élément. Le secrétaire d'État, n'est-ce pas, du Vatican, du pape, était chez nous. Il y a également la CAN qui se joue, le CHAN qui se joue dans notre pays avec l'élimination des A', qui n'ont pas aussi pris de la 3e place, synonyme n'est-ce pas, de la médaille de bronze. Et puis, Roland évoquait aussi, entre autres, n'est-ce pas, la communauté Fali qui a adressé un mémorandum au président de la République. Qu'est-ce qui a marqué, n'est-ce pas, votre attention lors de cet élément? Oui, comme beaucoup de Camerounais, c'est bien évidemment le CHAN. Ouais, j'ai rarement vu dans ma vie le Cameroun se faire bastonner par 4-0. C'est vrai que lorsque j'ai feuilleté l'histoire, j'ai entendu parler des scores pareils, mais il faut dire que parfois c'était à la Coupe du Monde. Cela remonte même à très longtemps. Et cela remonte en 1994, au mondial de 1914 aux États-Unis. Oui. Et effectivement, donc j'ai été un peu, je vous assure que le match d'hier, je ne l'ai pas regardé, parce que après 4-0, vraiment, je n'attendais pas grand-chose. Mais cela m'interpelle quand même parce qu'il faut dire à ceux qui dirigent ce compartiment de notre administration qu'il est temps d'arrêter de chercher à tout prix à grignoter tout ce qu'il y a comme moyens financiers. Il faut arrêter le favoritisme, il faut arrêter aussi, si ça existe, je dis bien si ça existe, tout ce qui est de l'ordre du mystique et spirituel. Parce qu'on aurait entendu de ce côté des marabouts qui rôdaient autour de notre équipe. On a entendu un certain nombre de choses, des engueulades entre joueurs et staff technique. Ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas vivre. Qui n'honorent pas notre pays. Qui n'honorent pas notre pays, parce que le Cameroun, en termes de football en Afrique, est la première puissance, je peux le dire. En Afrique subsaharienne. Même en Afrique, d'une manière générale. D'accord. C'est votre... Oui, consultant. Alors, tout comme lui, je vais dire que
l'actualité qui a captivé mon attention cette semaine, c'est bien sûr le CHAN. Mais je ne veux pas dire comme lui que j'ai attendu que le Cameroun soit battu 4-0 pour véritablement être pessimiste. Pour remporter une victoire, il faut la préparer. Alors, vous avez eu affaire à des jeunes qui sont entrés en compétition alors qu'ils n'avaient pas eu de compétition presque toute l'année. Il n'y a pas eu de championnat au Cameroun. Et on a même vu, je l'avais déjà dit ici, le tournoi pré-CHAN qui a été organisé a vu les Lions être classés en dernière position, les Lions à prime être classés en dernière position. On a vu des réaménagements à l'équipe qui sont survenus à l'improviste et surtout à quelques jours simplement de la compétition. Donc tout ce cafouillage, cette cacophonie au sein du management de l'équipe, je pense que présageait déjà quelque chose qui n'allait pas être bon. Mais il faut dire, sans avoir peur d'être taxé peut-être d'anti-patriote, par ceux qui pensent qu'être patriote, c'est supporter même ce qui n'est pas bien. Il faut dire qu'à certains moments, la défaite peut être salutaire parce qu'elle permet de prendre conscience des tares. Imaginez-vous si, malgré cette impréparation, les Lions avaient remporté. Mais on serait passé sur cette tare, comme si de rien n'était. La défaite est quelque peu salutaire et elle amène, de mon point de vue, à se poser les véritables questions, à situer les responsabilités et à savoir confier la gestion des affaires publiques à ceux qui le méritent. D'accord. Le Cameroun qui sort, n'est-ce pas, par la petite porte, on va le dire, mais il faut quand même saluer, est-ce qu'on ne peut pas saluer quand même cette équipe des Lions A-Prime qui n'a pas eu une préparation, comme le mentionnait, n'est-ce pas, le consultant tout à l'heure, une équipe qui a passé toute une saison sans compétition, mais quand même qui a atteint le dernier carré. Est-ce qu'on ne peut pas saluer, n'est-ce pas, la prestance et la prestation de ces Lions-là avant peut-être de critiquer? Oui, honnêtement, à mon humble avis, ils ne méritent pas d'être salués parce qu'ils ont joué 6 matchs. Ils sont sortis, tout comme celui qui est rentré dès le premier tour. Vous voyez? Mais Youssouf, il n'y a pas eu une préparation. Et non, on a passé une saison sans championnat, ce qui est déplorable d'ailleurs pour notre pays. Vous ne pouvez pas me dire ça, puisque au Mali, nous connaissons tous l'équipe du Mali qui est en finale, a passé presque 5 ans sans championnat. Jusqu'aujourd'hui, le championnat est interrompu. La preuve en est que la Coupe du Mali est interrompue. Donc, vous ne pouvez pas me dire que parce qu'il n'y a pas le championnat, que peut-être c'est impossible. Non, vous avez parlé de l'impréparatif. Les Lions A prime, ils ont été préparés. Puisqu'ils ont organisé des mini-championnats, je pense qu'avec le Niger, vous vous rappelez que même le Niger nous avait tapé. Et l'autre coach, j'oublie même son nom, que Martin Tungumpile vient de remplacer, il a joué des matchs amicaux où tout au moins il n'a jamais perdu, mais il n'est récolté que des matchs nuls. Donc vous ne pouvez pas me dire que non, ces équipes, peut-être ils n'ont pas pu, il n'y a pas une préparatif dessus. Non, l'État a tout donné. Maintenant, comme Dominique Messanga disait que peut-être la lumière sera faite, on a su, quand les autres sont aux entraînements, nous on fait allusion au grand marabout pour venir imposer des joueurs. On a joué 6 matchs, si vous permettez, très bien. On a joué 6 matchs avec 6 équipes différentes. Je ne sais pas si vous avez dû constater. À chaque match, il y a tout au moins 2 ou 3 nouveaux joueurs qui arrivent. Mais on ne peut pas jouer. On ne peut pas aller dans une compétition en essayant, en venant essayer des joueurs. On ne peut pas aller dans il faut une équipe type. On ne peut pas aller dans une compétition en utilisant de l'impréparation. Oui, en utilisant des termes. On a joué par tâtonnement, si vous permettez. On a joué par tâtonnement, c'est-à-dire que le coach lui-même, il ne sait pas exactement qu'il faut mettre au stade. Vous avez vu le match contre le Maroc. On a joué pratiquement 90 minutes, aucun tir cadré. Je ne sais pas si vous aussi vous avez constaté comme moi. Et il y a des choses. Les Marocains jouent, c'est-à-dire que leur tactique de jeu, le jeu en l'air, c'est leur manière de jouer. Mais vous voyez, à chaque fois, dès que les Marocains nous envoient pour qu'on joue des balles en l'air, nous aussi on accepte. Pourtant qu'on ne peut pas s'en sortir. Voilà donc les conséquences de l'inconséquence que moi je dirais. Maintenant, pour terminer, peut-être vous avez parlé peut-être de petits cafouillages, le manque de championnat. Mais vous voyez, c'est pourquoi moi je dis que c'est quelque chose qui nous rattrape. Quand les autres sont
en train de se préparer pour venir au champ. Nous, on prépare juste pour aller au contentieux, aux tâches. Vous voyez un peu? Donc, voilà autant de choses que là n'est même pas encore question. Vous voyez peut-être le TAS à une élection, c'est-à-dire qu'en soirée, le matin, on vous dit que la même personne doit assurer l'intérim. Donc, voilà autant de choses qui frustrent même d'abord. C'est-à-dire que même le joueur... L'environnement n'est pas... oui. C'est-à-dire que le joueur, quand il a dit que non, celui-ci n'est même plus président de la FECAFOOT, mais en soirée, il vient vous dire que non, vraiment, on a même su... Il y a même eu clash entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports concernant les primes. Quand le ministre dit qu'il y aura des primes, le président de la FECAFOOT dit que tu vas trouver l'argent où on a tout compris. Bon, maintenant qu'on sort par la petite porte, je pense qu'il faut aussi une enquête pour établir vraiment la responsabilité des uns et des autres. Hassan Fouapon, il y a quand même la 55e édition de la fête de la jeunesse. La parade n'aura pas lieu le 11 février prochain. C'est un problème parce que ça devient une tradition quand même. Et si un moment unique pour des enfants, pour nos jeunes frères, un moment unique en une année et qu'il n'y a pas, n'est-ce pas, la parade, c'est quand même inquiétant, malgré que le ministre évoque un peu la pandémie à coronavirus. Effectivement, vous avez conclu votre question par la réponse, par la raison avancée par le ministre pour justifier le fait qu'il n'y ait pas de parade. Mais ce qui m'a surtout surpris, c'est toujours cette cacophonie, vous voyez, c'est-à-dire que il y a bien sûr eu un lancement de la semaine de la jeunesse. Il y a même eu des directives qui ont été envoyées aux chefs d'établissement pour commencer à préparer les enfants pour la parade. Et puis, à quelques jours, il y a eu lancement des activités. Les établissements ont commencé à se préparer. Je suis sûr, même qu'il y a eu un budget qui a été voté, et qui a même commencé à être dépensé. Mais à quelques jours, justement, de la fête, on nous dit qu'il n'y aura plus parade. Moi, mon problème, ce n'est pas qu'il n'y ait plus parade, mais mon souci, c'est cela devrait entrer dans une programmation. Et on ne devrait pas se retrouver en train de faire ce qu'on peut appeler, comme on appelle généralement ça, j'oublie le terme, parce que là, nous sommes dans un rétro-pédalage, en réalité. La parade du 20 mai a été annulée. La présentation des vœux au couple présidentiel a été annulé. Logiquement, on devrait se rendre compte que le niveau de contamination de la pandémie de Covid-19 n'a pas encore suffisamment baissé et qu'il n'est pas possible d'organiser de telles parades. Et donc forcément, de mon point de vue, cela devrait entrer dans l'agenda normal du ministère de la Jeunesse et même de l'État camerounais. On ne comprend donc pas pourquoi, au départ, on dit qu'il y aura parade et puis subitement, on vient nous dire qu'il n'y aura pas parade. Mais au-delà de ça, moi j'ai toujours pensé que les annulations de telles manifestations, de mon point de vue, permettent malgré tout de faire quelques économies. Et il est important, tout à l'heure, M. Messanga disait qu'il n'y a pas de route pour aller dans son village, qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas d'eau. Il est parfois important que ce budget soit réorienté peut-être vers des choses plus importantes. Mais surtout, ce que je crains, c'est que comme on avait déjà annoncé la parade, que ce budget ait déjà commencé à être dépensé et que plus tard, on ne puisse pas effectivement le tracer. Ça sera compliqué. Est-ce qu'il fallait s'attendre à cela, l'annulation de la parade de la 55e édition de la fête de la jeunesse? Oui, en réalité, moi je suis de ceux-là qui pensent, je suis aussi de ceux-là qui essaient de voir comment la part des choses est organisée. Du moment donc la fête du 20 mai n'a pas eu lieu, et la cérémonie de présentation de vœux au président de la République n'a pas eu lieu. Vous avez même vu avec le tournoi de Chan, on a dit qu'il faut 25%, après 50%, on verra s'il faut aller à 75%. Maintenant que la CAF revient à 25% et qu'on a vu le taux de contamination, comment ça arrive, tout est prévisible. Moi, je dirais que lorsque j'avais vu, au Cameroun, on a tout politisé. On dit toujours sous instruction du chef de l'État. Voilà des choses. Maintenant, comme le consultant a dit, on a commencé à dépenser le budget. Maintenant, à quelques semaines, on dit que non, le parade n'aura pas lieu.
J'ai même vu, il y a des recommandations, il y a une lettre d'un sous-préfet qui circulait, qui demandait aux chefs traditionnels, à toutes les autorités de sa circonscription de cotiser concernant le défilé du 11 février. Maintenant, donc, la fête est annulée. Est-ce que ce chef de terre va donc peut-être renvoyer la cotisation de tout un chacun? Voilà autant de choses. C'est-à-dire que c'est la conséquence de l'improvisation. Donc, honnêtement, moi, j'attendais à ce que, au lieu de préparer le défilé, le consultant disait que bon, peut-être les enfants, ça se passe une fois par an, mais le véritable problème, c'est même d'abord au niveau de l'éducation. Vous avez vu l'année passée, le corona est venu, ça a tout bloqué, l'école n'a pas pu achever, la rentrée, donc tout ça. Moi, j'attendais à ce que ce budget soit réorienté vers l'éducation. Bon, peut-être ils le feront, mais tout au moins, c'est ce que moi j'attendais de la part du ministère de la Jeunesse. Tout au moins, même si ça ne serait pas suffisant, mais il faut quand même tout au moins chercher à comment en sortir quelques jeunes de chômage. Parce que je veux peut-être vous surprendre. Allez-y. En 2013, il y avait une commission interministérielle qui avait élaboré un document de stratégie de la réduction de la pauvreté. Ça s'appelle le DSRP. 18 ans plus tard, en réalité, où en est-on avec ces documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté, le chômage au Cameroun? Voilà. Et je pense que c'était sous la tutelle du ministère de la Jeunesse. Aujourd'hui, on se retrouve... le chef d'État dit que non, il y aura défilé. Après quelques semaines, non, il n'y aura pas défilé. Vous savez, dès qu'il y a cérémonie au Cameroun, c'est les dépenses. Tout à fait. C'est les dépenses. Tout à fait. Donc moi, j'attendais honnêtement que, tout au moins, qu'on essaie quand même de repenser à ce qui a été dit, à ce qui n'a pas tout au moins été fait. On essaie quand même de voir là où on peut en arriver. Bon. Peut-être le débat peut être ailleurs. Sinon, voilà en quelque sorte c'est comme votre point de vue. Merci. On va prendre une transition pour nous permettre justement d'entrer dans le vif du sujet, de la première thématique de ce matin avec le concours de la réalisation. Et bien sûr, on prend cette transition et on se retrouve juste derrière. Retour donc dans ce studio et le quatrième invité vient de nous rejoindre. Martial Bessala, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes communicant pour le RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Si je vous disais encore, vous souhaitez encore joyeux anniversaire? Oui, je prendrai avec grande joie, avec grand cœur et grande amitié, la grande amitié que j'ai pour vous, la considération que j'ai aussi pour tout le reste des Camerounais qui ont bien voulu me souhaiter joyeux anniversaire il y a de cela 48 heures aujourd'hui, et dire aussi, profiter pour souhaiter les vœux les meilleurs à tous les téléspectateurs de Cam10 puisque c'est ma première de cette année, en cette année 2021, et à tout le personnel, tous les managers de cette chaîne qui, vous savez, Cam10 devient de plus en plus
ce laboratoire de construction, de participation à la construction de la démocratisation de notre nation. Et vous savez que mon leader politique, le président Paul Biya, a toujours fait ce serment historique, à savoir laisser un Cameroun à la fois prospère et démocratique. Donc nous sommes satisfaits de voir ce grand investissement et avec quel dévouement, quelle énergie le personnel de cette chaîne se met et se bat pour que cette chaîne soit hissée au sommet des chaînes les plus regardées dans le monde entier. Donc je vous en félicite et je vous remercie. C'est un grand honneur. Merci infiniment. Mais en une minute, Martial Bessala, la 55e édition de la fête de la jeunesse, cette année, la parade n'aura pas lieu. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à cela, puisque au départ, il y a eu le lancement des activités liées à cette 55e édition de la fête de la jeunesse? Non, il se trouve qu'il y a une nouvelle configuration de la célébration de la fête nationale de la jeunesse, à savoir cette 55e édition. C'est qu'il n'y aura pas de parade comme à l'accoutumée, mais les activités, il y aura beaucoup d'activités qui seront organisées au Cameroun avec l'utilisation, qui sont en train d'être organisées avec la participation et l'utilisation du numérique, avec une nouvelle configuration. C'est un atout et c'est une grande avancée pour notre pays parce que vous savez que avec l'arrivée de cette pandémie, on a bien voulu capitaliser pour ce qui est de notre État les atouts ou alors les acquis et les avantages pour le développement de notre numérique, de notre économie numérique avec cette pandémie. Alors le ministère de la Jeunesse, vous voyez même les réunions ministérielles, interministérielles, il n'y a plus de regroupement. C'est-à-dire que les administrations commencent déjà, qu'elles soient publiques ou privées, commencent à s'arrimer déjà à l'utilisation du numérique. C'est une grande chose. Si on peut célébrer ou commémorer pour certains cette date-là par le numérique, nous sommes très contents. Donc c'est la suite logique des institutions, à savoir toutes les annulations qui ont eu cours bien avant. C'était d'accord, Martial Bessala. Et puis la thématique est déjà affichée au bas de votre petit écran. Ce matin, première thématique, démarcation de la jeunesse en temps de Covid-19. Quelle stratégie pour la jeunesse émergente? Je vais vous poser la question, Dominique Messanga. Quelle stratégie pour une jeunesse émergente? Oui, merci une fois de plus pour cette parole donnée. Ce que j'aimerais déjà d'entrée de jeu dire ici, c'est la présentation de notre jeunesse, ce qu'elle vit au quotidien. Voyez-vous, monsieur Passy Bokolo, nous sommes dans un pays qui a abandonné sa jeunesse. Lorsqu'on fête la jeunesse, je me demande bien de quelle jeunesse on parle. Est-ce cette jeunesse-là qui, au quotidien, est lauréat de diplômes universitaires techniques parfois et qui n'arrive pas à trouver un emploi? Est-ce que c'est cette jeunesse-là qui passe le temps à dire bravo au président de la République? Est-ce que c'est cette jeunesse-là qui essaye de traverser le désert du Sahara et la mer pour se retrouver dans ce qu'on appelle le paradis de l'autre côté? Est-ce que c'est la jeunesse rurale qui au quotidien doit braver le défaut d'obtention de cartes d'identité? Parce que rappelez-vous, si vous êtes chez moi, du côté de Mbidambani, pour faire une carte d'identité, vous devez normalement arriver à Yaoundé. Est-ce que c'est de cette jeunesse-là qu'on parle, qui doit affronter, en l'absence d'une pièce d'identité, un agent de la sécurité des forces de maintien de l'ordre et qui sera pris par des raquettes de 500 ou de 1000 francs? Je pose la question. Lorsque vous regardez dans notre pays, monsieur Alfred Passy Bokolo, vous verrez que le Cameroun forme à peu près 2000 médecins. Mais posez-vous la question de savoir où sont passés ces médecins. Lorsque vous allez dans nos centres de santé, dans nos districts, et même dans des hôpitaux de régions et centraux, vous remarquez là-bas qu'on peut facilement constater qu'il n'y a pas de médecins. Parce que les médecins sont payés à 150 000, 125 000, parfois 100 000. Sont obligés de s'affilier, de faire des petites entourloupes avec des pharmacies, de détourner des clients dans des hôpitaux étatiques pour des cliniques privées. C'est-à-dire essayer de joindre les deux bouts
pendant que l'État subventionne leur formation. Comment est-ce qu'ils vont rester dans notre pays? Comment est-ce qu'on va développer notre pays? Maintenant, on parle de jeunesse et de Covid. Vraiment, moi j'ai envie de dire qu'il ne faut pas qu'on se moque des Camerounais à chaque fois. Parce que voyez-vous, monsieur Bokolo, lorsque vous vous rendez à Douala par exemple, vous prenez un car de 70 places. Je ne sais pas quelles sont les mesures barrières qui sont prises dans ce car pour contrer cette pandémie. Pourquoi est-ce que d'une manière exclusive, on a décidé de botter en touche cette manifestation? Si on veut véritablement prendre des mesures, et je parlais dans le même sens pour indiquer le fait que on a mis des mi-temps dans notre système éducatif. Parce que si vous mettez des mi-temps dans le système éducatif, si vous êtes capable de renvoyer la fête du 20 mai, de renvoyer la fête de la jeunesse, et que vous permettez que des gens puissent se brûler dans un car de 70 places, alors qu'ils sont 60 à l'intérieur, parfois 75. Vous comprenez? Moi, en dehors du fait que ils voyagent dans ces conditions, avec des transporteurs qui mettent des bancs au milieu, pour ceux qui connaissent les cars de 70 places, je me pose bien la question, quelles sont les dispositions que vous prenez dans le transport? Ça signifie qu'il y a un manque de sérieux. Moi, je vois plutôt un message de la part de notre État qui veut justifier des fonds pris au niveau international pour dire à l'OMS, pour dire à ceux-là qui subventionnent la santé dans notre pays, que oui, effectivement, il y a une maladie dans notre pays, nous avons besoin de fonds. Sauf que le Camerounais lambda ne sait pas véritablement à quoi servent ces fonds. En ce moment-là, qu'est-ce que la jeunesse doit faire face à cette pandémie? Alors déjà, avant de répondre directement à votre question, il faut indiquer, le poète anglais Wordsworth disait que l'enfant est le père de l'homme. Et on sait aussi que d'autres pensent que la jeunesse est le fait de la nation. Dans ce sens, en réalité, la jeunesse, c'est le socle sur lequel toute société sérieuse doit bâtir ses projets de développement. Et donc, dans ce sens, il faut quand même indiquer que le Cameroun a un potentiel énorme, parce que le Cameroun a une jeunesse qui, de mon point de vue, est prête, est disposée. Le Cameroun a surtout une jeunesse qui constitue la grande partie de sa population. Maintenant, la question fondamentale qu'on peut se poser, c'est est-ce que le Cameroun exploite suffisamment cette jeunesse? Parce que quand même, nous avons affaire à une jeunesse qui aujourd'hui a encore droit à une éducation. Avant même la pandémie de Covid-19, une jeunesse qui a encore droit à une éducation dont les réformes peinent véritablement à lui donner une direction beaucoup plus... en fait, qui permettent à cette jeunesse elle-même de pouvoir émerger. On a quand même une jeunesse qui a encore des difficultés d'accès aux soins de santé. On a une jeunesse qui a des difficultés sérieuses d'accès à l'emploi, et surtout à un emploi décent, et à un emploi qui puisse rassurer l'avenir, qui puisse permettre de préparer une retraite. On a une jeunesse qui a encore des difficultés quand même aujourd'hui d'accéder même à des postes politiques, quand on sait qu'au Cameroun, la plupart de postes sérieux sont occupés par ceux qui ont au moins 70 ans. Donc en réalité, c'est une jeunesse, et pour finir sur l'aspect politique même d'ailleurs, on a une jeunesse qui jusqu'à aujourd'hui a encore de la peine à participer même aux élections. Parce que quand vous voyez le taux d'abstention aux élections, comment les partis politiques, la société civile peinent à mobiliser les jeunes pour s'inscrire sur les listes électorales, il faut quand même dire que nous avons une jeunesse qu'on a de la peine à intégrer dans la vie sociale, dans la vie économique, dans la vie politique. Et donc, de mon point de vue, dans ce sens, il faut véritablement que le paradigme change, que la jeunesse devienne la priorité. Et non pas toujours l'instrument qu'on va utiliser lorsqu'on a besoin d'atteindre d'autres objectifs. Il faut qu'au Cameroun, on apprenne à faire de la jeunesse effectivement le fer de lance de la nation, en lui assurant déjà un avenir par une éducation qui puisse lui permettre de se former sérieusement, d'être professionnel. Parce que la jeunesse, c'est la compétence. Je ne dis pas que tout jeune est compétent. Je ne dis pas en même temps que celui qui n'est pas jeune n'est pas compétent, puisque ce sont les jeunes de demain qui seront
les personnes âgées. Ce sont les jeunes d'aujourd'hui qui seront les personnes âgées de demain, qui vont gérer le pays de demain. Et donc, s'ils sont compétents aujourd'hui, il est clair qu'à 60, à 70 ans, eux également, ils seront tout compétents et qu'ils pourront transmettre ce qu'ils ont reçu à d'autres générations. Et ainsi, le Cameroun pourra se développer avec des jeunes toujours de plus en plus formés. Ah oui, allez-y. Non. En rapport donc avec la pandémie de Covid-19, moi, tout à l'heure, M. Bessala parlait de la célébration de la 55e édition de la jeunesse à travers le numérique. Mais je lui rappelle quand même que avant que le communiqué d'interdiction ne soit publié, les préparatifs avaient déjà commencé dans les établissements. Il y avait des jeunes qu'on voyait s'attrouper pour préparer la parade. Et qu'à partir de la semaine prochaine, qu'ils fassent dans les établissements scolaires, il y aura les KMS avec des attroupements sérieux. Donc finalement, c'est pour ça que je dis que j'ai l'impression que c'est une blague, c'est une cacophonie. Parce que qu'est-ce qu'on annule finalement? Qu'est-ce qu'on annule finalement? C'est une justification de fond. Effectivement, parce que je ne comprends pas comment on peut dire qu'il n'y a pas parade, alors qu'en même temps, on sait qu'il y a des activités au sein des établissements qui vont favoriser des regroupements sérieux. Et parfois même dans une insécurité. Où les mesures de barrière ne sont peut-être pas respectées. Et une insalubrité qui ne disent pas leur nom. Je reviens vers vous. Youssoufa, aujourd'hui, est-ce que la jeunesse camerounaise est en manque de repères? Si on se rend compte aujourd'hui que face à cette pandémie de Covid-19, certains jeunes peinent à s'insérer professionnellement. Oui, en réalité, le problème d'insertion peut-être c'est au Cameroun. Vous voyez, le jeune Camerounais a peut-être est doublement peut-être voué à l'échec au Cameroun. Avant coronavirus, est-ce que cette jeunesse est considérée? C'est la question qu'il faut qu'on se pose. Parce que je pense que il y a eu un délaissement de la jeunesse en soi-même. Les jeunes sont en manque d'accès dans des formations professionnelles. Le travail, ils n'ont pas. Maintenant, vous voyez, quand je vois un jeune comme Bessala qui parle de numérique, j'ai envie de lui poser la question que dans mon village, au nord, à Sabongari, s'il connaît, est-ce qu'il y a même d'abord le réseau? Avant d'abord qu'on parle même de numérisation. À Sambongari? Oui. Il y a le réseau. Il y a le réseau à Sambongari, j'étais là-bas. Il y a quand même le réseau à Sambongari, mais quand même... Non, écoutez, vous ne pouvez amener que lorsque vous allez, vous partez quelque part pour chercher le réseau. Cela veut dire qu'il y a une couverture de réseau totale. Là, même à Yaoundé, il y a des endroits où il n'y a même pas le réseau. Mais ça peut être technique. Hein, non, moi, ce que je veux même lui dire, il y a même le réseau. Bon, les appareils numériques, donc lui-même il parle. Ils sont donc où? Aujourd'hui, nous avons vu les fameux PBH, que le ministre disait que non, il y aura des centres de data. Il y aura des centres. Aujourd'hui, où en est-on? Si on parle, allons à l'université de Yaoundé. Il y a pour avoir même le réseau. Bon, sauf que là, vous n'aimez pas entendre le problème. Non, c'est pas ça. Ça peut émaner d'un problème technique, Youssoufa. Donc, en réalité, moi, ce que je veux dire, vous voyez, le coronavirus, dans certains pays, tout au moins, ça donne quand même comment je vais dire, des débouchés, vous voulez dire? Des débouchés à certains jeunes. Parce que vous allez voir aujourd'hui l'enseignement est devenu dans certains pays numérique. Bon, sauf que peut-être au Cameroun, la jeunesse à lui-même n'a pas, il n'est pas considéré. La preuve en est que si c'est pour parler, c'est pour fêter. Là, on doit donc faire allusion à ces jeunes. Mais s'il faut vraiment rester focalisé, préparé, c'est-à-dire que parler en ce qui concerne l'avenir du Cameroun, à ce niveau, non, nous sommes encore très jeunes. Donc je dirais que honnêtement, à nous-mêmes, c'est pourquoi tout à l'heure j'avais parlé d'un document de stratégie pour la réduction du chômage, de la pauvreté. C'est pourquoi je dis déjà à 18 ans,
Où en est-on avec ces documents? C'est ça le véritable problème. Quelqu'un peut te dire, non, vraiment, s'il faut parler, vous êtes fort, mais s'il faut passer à l'acte, vous ne pouvez même pas. Il y a même, par exemple, le PADER. Il y a même le PADER. Toujours, c'est un document assorti de la commission interministérielle de 2008. On n'entend même pas parler, mais on a un responsable à la tête de tout un chacun. Aujourd'hui, on se pose la question que ces gens-là, est-ce qu'ils nous donnent même honnêtement des rendements? Donc voilà en quelque sorte. Maintenant, quand on va, même lorsque nous les jeunes, nous allons par exemple déposer des dossiers, on va nous dire que non, pour le moment, les places sont limitées, il y a un coronavirus et autres. Donc, vous voyez, donc c'est nous les jeunes qui sont encore victimes de cette maladie. Face à cette pandémie, à coronavirus, est-ce que la jeunesse s'en sort quand même, malgré tout? Oui, je vais répondre à vos questions, mais je voudrais d'abord réagir. Vous savez que nous n'avons pas la grande intelligence, la grande capacité de parler de tout à la fois. Comme M. Messanga, lui, il peut parler des accidents en même temps qu'il parle des jeunes et des médecins qui manquent partout. Je ne sais pas si on peut faire tous les débats à la fois. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'aujourd'hui, il est bien question de savoir que le gouvernement de la République et en chef, le président de la République, a toujours mis un accent particulier dans la promotion de la jeunesse, l'encadrement de la jeunesse et surtout, bien évidemment, je veux dire, l'éclosion même des jeunes sur tous les plans. Je veux dire qu'au Cameroun, actuellement, nous avons pas moins de 5 ministères qui s'occupent de la problématique jeune au Cameroun. Vraiment, dites-moi dans quel monde. Est-ce qu'il y a un réel suivi de ça là? Oui, allez-y. Permettez, M. Bokolo, dites-moi dans quel gouvernement, je ne sais pas si vous pouvez me citer un autre gouvernement dans le monde. C'est moi qui vous pose des questions. Mais oui, puisque je n'ai même pas, je ne suis pas arrivé au bout de ce que vous voulez dire. Allez-y. Vous dire que il y a 5 départements ministériels qui s'occupent exclusivement des questions jeunes. Vous avez 3, notamment dans le secteur de l'éducation, primaire, secondaire et supérieure. Vous avez un département qui s'occupe de l'emploi et de la promotion et la formation professionnelle. Et vous avez un ministère, tout un ministère consacré à la jeunesse et à l'éducation civique. Vous préférez vous arrêter à jeunesse, vous laissez éducation civique, certainement parce que vous êtes jeune et vous voulez toujours tirer la couverture de votre côté. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de se dire qu'on a plusieurs catégories de jeunes, comme vous avez essayé de les présenter tout à l'heure. Mais en gros, moi, j'aime les catégoriser en des jeunes qui sont suffisamment responsables et conscients des enjeux et les défis qui les attendent, comme nous ici sur ce plateau, je le constate. Mais il y a une autre catégorie de jeunes avec qui vous ne pouvez pas partager un plateau comme celui-ci. Quelle est donc cette catégorie de jeunes? Est-ce qu'aujourd'hui, on va dire que l'État aura toujours sa part de responsabilité, mais quand on va interroger les paliers de socialisation, Hassan est là, et il peut me corriger si il me trompe. Alors, le premier palier reste et demeurera toujours la famille. Est-ce qu'aujourd'hui, la famille, c'est-à-dire ces aînés sociaux-là, familiaux, ont toujours joué leur rôle aujourd'hui suffisamment pour que la société, qui va donc constituer le 3e palier après l'école, puisse bénéficier des jeunes qui aujourd'hui peuvent être des leaders et porter et hériter d'un Cameroun de demain? Moi, je me pose cette question. Je me rends donc compte que on peut arriver là, on regarde vers notre rétroviseur, vous constaterez qu'un jeune sorti d'une famille, je ne sais pas bien encadré ou pas, je ne juge personne, a quand même réussi à poignarder un de ses enseignants et qui est mort. Donc, quand vous regardez ces actes-là, ce sont des actes qui sont bien parlants. Et se dire que, est-ce que la famille a joué son rôle aujourd'hui pour nous encadrer, offrir à la société des jeunes certainement bien responsables, comme vous et moi peut-être sur ce plateau? Est-ce que l'école a joué suffisamment son rôle pour qu'on puisse arriver à un moment donné où on constate que dans la société, on a des jeunes qui peuvent chômer? Là, c'est la responsabilité exclusive de l'État, c'est vrai. Mais en temps de Covid, comme je le dis, Alfred, il faut bien savoir que les opportunités s'ouvrent. Et ces opportunités sont ouvertes. Est-ce qu'elles sont ouvertes pour que
les jeunes puissent le saisir. Pourquoi est-ce que les jeunes ne les saisissent pas? Voilà des propositions certainement et des critiques que nous pouvons bien attendre, de telle sorte que nous tous nous construisons des stratégies, vous aidez le gouvernement à monter des projets et des stratégies. Aujourd'hui, je ne veux même pas parler des progrès et des projets et des programmes qui sont consacrés exclusivement pour des jeunes. Prenez même le budget de l'État. Vous verrez bien que l'État du Cameroun a la volonté, la ferme volonté de financer, d'encadrer, de promouvoir la jeunesse au Cameroun. Et vous avez celui qui est même en cours aujourd'hui, qui va à sa 3e phase, le plan triennal spécial jeune. Vous connaissez le nombre de jeunes qui ont été financés depuis déjà 3 ans, c'est-à-dire les 2 premières phases, et qui aujourd'hui sont des jeunes qui doivent être des entrepreneurs de demain, qui doivent être conscients combien de jeunes ont pris de l'argent de l'État pour financer des projets et qui se retrouvent dans des pays aujourd'hui dans l'Eldorado. J'ai entendu aussi que des gens partent du Cameroun, vont à l'étranger, vont mourir dans la mer et tout ça. Et je vous dis, cher monsieur, ces gens qui vont dans la mer, c'est parfois 5 ans de leurs économies qui prennent 5 millions minimum. Si vous faites des études là-dessus, vous verrez bien que c'est 3 millions, 5 millions que ces gens dépensent simplement pour partir du Cameroun, arriver dans l'Eldorado, qui ne sont même pas sûrs d'atteindre. Et que avec ces 3 millions, je vous assure, vous me les donnez, je fais de vous un grand entrepreneur d'ici 5 ans. Donc, quand vous regardez et vous observez cela, monsieur Bokolo, ce que je chute par là, c'est que la critique qui doit être constructive, à mon sens, dont je pense tout ici, c'est que elle doit être celle-là qui doit porter sur des instruments, des programmes, des organismes et même des institutions qui sont mises en place pour la promotion et bien évidemment l'encadrement des jeunes. Si vous me parlez du Conseil national de la jeunesse, par exemple, vous connaissez ma position sur le Conseil national de la jeunesse, c'est que je pense que cette institution doit être repensée de 2, elle doit être revue. Il est impensable que depuis 2008 que le président de la République a promis et a donné aux jeunes un instrument comme celui-là, qui doit être un laboratoire de la pensée et de la construction et des propositions. Aujourd'hui, cet instrument-là manque d'un siège digne de ce nom. Aujourd'hui, il est ici, après là, il est là, on ne sait pas, on ne comprend pas. Ce n'est pas responsable et ce n'est pas bon pour la jeunesse. Deuxième élément, je chute par là, rapidement. Le ministère de la jeunesse, qui doit être cet instrument-là, qui est là pour la jeunesse, ce ministère qui est consacré exclusivement aux questions jeunes, véritablement, doit être repensé également, de telle sorte que nous puissions voir des programmes qui, dans leur contenu, peuvent faire promouvoir des jeunes. D'accord. Dominique Messanga, aujourd'hui, est-ce que il y a un réel suivi de la jeunesse camerounaise? Oui, merci. Je remarque que M. Martial Bessala est aussi intelligent que moi, puisqu'il parle également de plusieurs sujets à la fois. Il a finalement parlé de ces jeunes-là qui voyagent, il nous a parlé des ministères, de l'éducation et tout ce qui va avec. Donc, il est bien, nous sommes donc entre intelligents. Ça, c'est une première chose. Mais si je dois revenir à notre sujet, il faut dire, M. Passy Bokolo, lorsque nous venons ici, nous ne venons pas critiquer parce que nous détestons notre pays. Comprenez? Moi, je suis architecte de formation. Je suis issu d'une promotion à peu près de 40 étudiants. Vous voyez? Sur les 40, il y a à peine une dizaine qui arrivent à s'en sortir, tant à travers un emploi fixe, tant à travers l'entrepreneuriat dont M. Martial Bessala me vante ici. Vous croyez que les 30 autres, là, ils vont faire comment? Ils vont migrer. Certains sont déjà au Gabon, d'autres sont déjà au Tchad. Et lorsque vous causez avec certains d'entre eux, ils disent qu'ils vont partir. Et c'est le Cameroun qui perd, M. Passy Bokolo. Vous voyez? Parce que lorsque l'État ouvre une école comme celle-là, et que nous payons 50 000. D'ailleurs, il faut féliciter le chef de l'État pour ça. C'est l'école d'architecture la plus moins chère dans le monde. On paye 50 000 francs. Parce que l'État subventionne à peu près 1 750 000 francs. Donc vous ne pouvez pas prendre des gens, vous les former, pour aider le Cameroun à se construire, avoir l'expertise nécessaire pour penser les villes, avoir l'expertise nécessaire pour penser l'habitat. Et maintenant que ces gars sont à votre disposition, ils trouvent des blocus au niveau de l'insertion professionnelle. Parce que il y a un groupuscule d'individus qu'on appelle Ordre national des architectes qui n'ont jamais compris qu'ils pouvaient avoir de la concurrence, peut-être, je ne sais pas, et qui créent le blocus. Et l'État ne fait rien. Vous avez des promotionnaires qui sont là depuis 5 ans. Et la loi dit que ne peut exercer le métier d'architecte au Cameroun
que celui qui est inscrit à l'ordre national des architectes. C'est compliqué. Lorsque vous faites des revendications, il n'y a pas de retour. C'est le reproche que nous faisons à l'État pour la jeunesse. On a l'impression que c'est la raison pour laquelle je dis que la jeunesse est délaissée. J'ai parlé des médecins tout à l'heure. C'est parce que je n'ai pas voulu parler de moi. Vous comprenez? Parce que la même chose se produit de ce côté. Lorsque vous allez en France, vous trouverez qu'il y a une forte communauté de médecins camerounais en France. Au détriment du Cameroun. C'est la raison pour laquelle vous verrez que on peut avoir les affaires comme la Quintini où une femme vient pour accoucher et on se retrouve en train de l'éventrer. Des choses qui sont inadmissibles ailleurs. Parce que le corps médical ne se sent pas concerné. Parce que le corps médical est sous-payé. Toutes ces affaires sont en étroite collaboration avec la jeunesse, monsieur Martial Bessala. C'est la raison pour laquelle je parle de tout ça. Parce que la plupart de ces travailleurs sont jeunes. Bon, c'est vrai que quelqu'un nous a dit dans ce pays qu'on est jeune jusqu'à 77 ans. Mais ce n'est pas de cette jeunesse-là que je parle. Vous, monsieur Bessala, souvenez-vous que votre leader, lorsqu'il arrive au Cameroun en 62, il a des hautes fonctions dans cette république. Est-ce que vous pouvez prétendre, vous, monsieur Martial Bessala, à de telles fonctions à votre âge? Ça dépend de mes ambitions. Et il y a même un de vos camarades sur un autre plateau, concurrent à celui-ci, qui m'a dit que nous jeunes, la fonction de président de la République n'est pas une fonction juvénile. Il a osé me dire ça. Vous voyez jusqu'à quel niveau nous pouvons penser comme ça? Lorsqu'on sait que le président Amadou Ahidjo a été président quand même à 36 ans. Vous voyez aujourd'hui, à peu près 40 ans après, des gens arrivent à penser que la fonction là n'est pas une fonction juvénile. Vous comprenez? Donc, c'est cette scriptation là, c'est ces entourloupes là qui font que nous aujourd'hui, on se sent un peu à l'écart, on se sent un peu délaissé. Et je suppose que M. Martial Bessala ici, étant un peu plus proche du président de la République par rapport à Dominique Messanga, puisque c'est son camarade politique et c'est son leader, je transmettrai alors, je demanderai ici à Mondio Vision, à M. Bessala, de dire au président de la République que nous souffrons. Nous souffrons, nous n'avons pas d'emploi. Nous n'avons pas d'emploi. Tant sur le domaine administratif, c'est-à-dire fonction publique. Aujourd'hui, le réseautage a bafoué cette affaire. Au niveau des concours, tout à l'heure, nous allons parler du mémorandum. Pourquoi est-ce que ce type de réaction naissent dans notre pays? Parce qu'aujourd'hui, les gens revendiquent, je ne veux pas entrer dans ce sujet, mais c'est parce que les gens ne se reconnaissent pas dans l'objectivité, parce que le favoritisme et la corruption ont pris en otage la fonction publique. Parce qu'aujourd'hui, même pour avoir un emploi à la SNH, vous ne savez pas comment on fait pour entrer là-bas. Pour travailler à Camtel, vous ne savez pas à quel moment la SCDP recrute. Vous ne savez pas à quel moment la Sonara recrute. Ça, c'est des réalités. Lorsque vous voyez un haut cadre jeune à la SCDP, vous voyez aujourd'hui, vous ne vous sentez pas concerné. Même si vous êtes ingénieur pétrochimiste, un ingénieur pétrochimiste aujourd'hui ne pense même pas à déposer ses dossiers à la SCDP parce qu'il sait qu'il ne sera pas recruté, monsieur Passy Bokolo. C'est la réalité que les jeunes vivent. Il faut le dire à Mondio Vision. Moi, je suis peut-être même convaincu que le président de la République n'est pas au courant de tout ça. Parce que je suis certain que humanitaire, s'il était au courant de ça, même monsieur Martial Bessala ici serait très posé, ne serait pas en train de revendiquer un siège du conseil de la jeunesse. Vous voyez, peut-être qu'il faudra également qu'il nous explique véritablement à quoi ça sert. D'accord. Hassan, jeunesse, résilience, défis et opportunités en temps de Covid-19, c'est le thème de la fête de la 55e édition de la fête de la jeunesse qui se tient déjà en ce moment jusqu'au 11 février, même s'il n'y aura pas de parade. Est-ce qu'il y a vraiment des opportunités pour la jeunesse aujourd'hui?
Il y a peut-être des opportunités, mais il faut dire que ce que la jeunesse camerounaise doit être aujourd'hui, c'est vraiment résiliente. Parce que dans le thème, il faut retenir le concept de résilience. Et la résilience indique effectivement qu'on vit dans un environnement qui n'est pas toujours favorable et qu'il faut développer des mécanismes d'adaptation qui parfois peuvent aller au-delà de l'ordinaire. D'accord. Et donc, j'aimerais quand même revenir sur certaines choses qui ont été dites par M. Bessala aussi, en indiquant que ce n'est pas la quantité d'institutions ou de programmes qu'on met à la disposition des jeunes qui montrent qu'on a le souci de ces jeunes-là. Parce que la plupart du temps, il y a deux choses qu'il faut dire. La première chose, c'est que parfois, on crée ces programmes, on crée ces institutions simplement parce qu'on veut partager le gâteau national. Et en deuxième lieu, parfois, même lorsque ces institutions sont bien pensées, il y a aussi, comme M. Messanga l'indiquait, le réseautage qui fait en sorte que ce ne sont pas toujours les plus méritants qui ont accès à ces opportunités-là, parce que ce sont effectivement des opportunités. Mais la question de l'accès aux opportunités peut poser problème dans un environnement où le clientélisme, le réseautage prennent le dessus sur le mérite véritable. Mais moi, je pense qu'au XXIe siècle, le véritable problème de la jeunesse camerounaise, c'est qu'elle est parfois en manque de repères. Les Camerounais ont parfois de la peine à être ancrés culturellement. Vous savez, selon la loi d'orientation de l'éducation de 1998, l'éducation a pour finalité au Cameroun de former un citoyen ancré dans sa culture en même temps qu'ouvert au monde. Mais on a parfois l'impression que les citoyens, les jeunes Camerounais sont plus ouverts au monde qui ne sont ancrés véritablement dans leur culture. Et cette perte de repères fait parfois en sorte que nous ayons des jeunes qui ne sont pas toujours adaptés à notre société, ils sont adaptés pour l'extérieur. Tout à l'heure, M. Bessala disait qu'il y a des gens qui cotisent 5 ans de leur économie pour partir de ce pays, mais c'est quand même grave. Ça veut dire que les gens ne rêvent plus, les gens ne croient plus au Cameroun. Il faut donc amener les jeunes à croire au Cameroun en leur offrant des opportunités véritables et en montrant que on peut être un jeune, mais du simple fait de sa compétence, avoir droit au chapitre dans ce pays. Parce que si vous avez des gens qui prennent 5 années de leur économie, qu'ils pouvaient investir dans ce pays, et ils s'en vont ailleurs, c'est simple, la raison est simple, c'est qu'ils ne croient plus en leur pays, et ils pensent qu'il est préférable de traverser le désert, de traverser la mer, pour aller investir cet argent ailleurs. Le diagnostic doit être fait. Il faut résoudre ce type de problème comme je l'ai déjà dit, en offrant aux jeunes de véritables opportunités. Et de mon point de vue, si les jeunes aujourd'hui ne croient même plus parfois à ces opportunités, c'est simplement parce que dans leur tête, ils sont convaincus qu'on ne peut pas réussir dans ce pays tant qu'on n'a pas quelqu'un quelque part. Et cela est certainement entretenu par une logique mercantiliste, parfois de l'accès à l'emploi au pays, qui donne l'impression que pour avoir accès à un emploi, il faut avoir soit quelqu'un, soit il faut avoir beaucoup d'argent, et que seuls dont ceux qui ont cela des relations ou alors réussir. Beaucoup d'argent Et des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'avoir tout cela se disent nécessairement il ne sert à rien de se battre, de se lancer. Donc de manière sérieuse, il faut que ce type de problème soit adressé dans ce pays et que les solutions soient apportées. Il faut qu'on apprenne encore à la jeunesse camerounaise à rêver. Mais il faut surtout que la jeunesse camerounaise soit éduquée de manière à être ancrée dans sa culture et non pas à être tout simplement ouverte au monde. Il parlait de la famille tout à l'heure. Effectivement, il faut savoir que dans une société, la démission de la famille est toujours la conséquence logique même d'une déstructuration de la société. Parce que si la famille ne peut plus prendre soin de l'enfant, c'est peut-être parce que les parents sont obligés de délaisser leur rôle de parents pour chercher de quoi manger au quotidien. Je ne sais pas pourquoi M. Bessala donne l'impression qu'il ne vit pas avec nous dans ce pays. Lorsqu'une mère, M. Bessala, parce qu'elle est Bayam Salam, parce qu'elle vit du petit commerce, doit sortir de la maison à 6 heures pour ne revenir qu'à 20 heures. Avec un père maçon. Avec un père maçon qui vit dans des chantiers. Parce que si on ne fait pas comme cela, la famille ne peut pas manger au quotidien. On ne peut pas payer le loyer. Dites-moi à quel moment on a le temps
de prendre soin de ses enfants. C'est d'accord. En dehors des questions économiques, il y a aussi des questions culturelles. Aujourd'hui, nous avons des familles qui sont plus tournées vers l'Occident. Et donc, cela fait que nous donnions à nos enfants une éducation qui n'est pas toujours celle des Africains. Et cela aboutit à tout ce qu'on peut observer aujourd'hui. Des jeunes qui ne respectent plus les aînés, des jeunes qui deviennent de plus en plus agressifs parce qu'ils sont exposés aux médias occidentaux qui présentent parfois ou qui les incitent à ce type de violence, à ce type de comportement. Youssoufa, aujourd'hui, il y a plusieurs défis qui sont à relever. Comment s'y prendre, véritablement? En réalité, le défi est énorme, comme vous avez dit. Tout à l'heure, j'ai compris mon copanéliste en face. Martial Bessala. Martial Bessala. Je dirais en réalité, je ne suis pas sur une casquette de la contradiction avec n'importe qui aujourd'hui, mais peut-être un beau jour, il aura l'occasion peut-être de m'avoir encore sur un plateau. Mais tout au moins, je vais lui dire une chose. Il a parlé de 6 ou 7 ministères qui s'en occupent des jeunes. 5. Moi, je peux même lui dire que c'est plus. Parce que ici, j'avais parlé de documents stratégiques pour la réduction de la pauvreté, le chômage. Il y a un document élaboré par au moins 12 ministères en 2013. 2003. Assorti de ce document, il y a eu la création des PADER, Programme d'appui au développement des emplois ruraux. Où en est-on donc aujourd'hui? Il y a aussi, bien après, le Fonds national de l'emploi, c'est en 90 qu'on avait créé. C'est-à-dire que le problème au Cameroun, c'est l'application de ce qui est dit. Lui-même... Alors la mise sur pied. La mise sur pied. C'est-à-dire que lorsqu'on... Tout à l'heure, on va entrer peut-être avec les textes. On a de très beaux textes, mais l'application alors. Tout à l'heure, lui-même, il disait que le Conseil national de la jeunesse n'a pas un siège. Vous voyez donc, voilà autant de choses. Mais tout au moins, il se permet quand même, il est à l'aise de défendre. Non. Au lieu de leur dire, tout au moins, quand même, on peut faire ceci. Mais je l'encourage quand même. Ce n'est pas tous les jeunes de ce côté qui peuvent vraiment en dire autant de vérité parfois. Même à un certain moment, il parle peut-être en ayant peut-être peur. Moi, ce que je vais lui dire, tout au moins, le programme d'appui au développement de l'emploi rural. Moi, je suis parmi ces ruraux-là, donc, qui sortent directement du village. Qu'est-ce qui est fait depuis 2013? Vous voyez? Maintenant, on entre à la crise éducative même. Tout à l'heure, il a dit qu'il va parler de la jeunesse. Il va laisser, il ne peut pas évoquer l'éducation, l'enseignement secondaire, l'éducation de base, l'enseignement supérieur. Vous voyez ailleurs, avec ces pandémies à coronavirus, les gens ont pu quand même repenser comment il faut pallier, comment il faut résoudre ces problèmes. Vous avez vu par exemple le système à mi-temps. Monsieur Bessala, je vais vous poser une question. Si vous faites l'enseignement technique, plus précisément le génie civil, auquel vous avez minimum 22 matières, et quand vous partez le matin, vous rentrez à midi. Moi, quand j'étais au lycée, je partais à 7h30, je rentrais à 18h. Dominique Messanga en sait quelque chose. Maintenant, donc, là même, c'est insuffisant. Il n'y a même pas le temps. On vous dit que c'est 50 minutes. Dis-moi, en 50 minutes, sont introduits, par exemple... Un cours sur la RDM. Un cours sur la RDM. Là même, peut-être même, c'est trop dit. Là, peut-être même, c'est trop dit. Moi, je peux même lui prendre, parce qu'il ne peut pas connaître, peut-être, puisqu'il n'est pas technicien comme nous. Moi, je peux lui dire, si on l'introduit un cours sur le site numérique, qu'est-ce que vous devrez donc faire en 50 minutes? Donc voilà autant de choses que moi je peux en réalité vous dire. Mais tout au moins c'est bien aussi de dénoncer ce qui devrait être fait mais qui n'a pas été fait.
là, je pense que ça peut toujours nous avantager. On peut arriver à quelque part où peut-être où on devrait y arriver. Je vous donne la parole, hein, Hassan. C'est vrai que je devais aller avec Dominique Messanga. La distanciation physique et le port de masque, entre autres, aujourd'hui, visant à empêcher la propagation du coronavirus ou alors du virus, ont modifié, il le mentionnait, les habitudes et puis la façon de vivre aujourd'hui, la vie quotidienne. Ces mesures empêchent une réelle insertion professionnelle de nombreux jeunes. C'est un réel problème. Alors, parce que en réalité, vous savez, avec la pandémie de Covid-19, comme je le disais une fois déjà, n'a pas créé l'État. Hein. C'est-à-dire qu'elle a juste mis en exergue l'État qui existe déjà dans chaque société. Vous savez, à l'heure de la pandémie, ce sont les sociétés qui ont une évolution sérieuse sur le plan numérique qui s'en sortent. Aujourd'hui, les opportunités en termes d'emploi ne peuvent exister que dans le champ du numérique. Parce que si on respecte effectivement la distanciation physique, vous comprenez de manière simple qu'il n'est plus possible pour des gens d'aller en contact, de travailler en présentiel. Et donc, dans ce sens, le travail à distance qui est promu. Or, pour qu'effectivement les gens aient accès au travail numérique, il faut d'abord que le numérique lui-même soit disponible. Il faut que ces gens, cette jeunesse, soient même formés au numérique. Vous savez, l'une des problématiques sérieuses du travail numérique ou de l'économie numérique au Cameroun, ce n'est même pas tellement la question de l'accès à l'outil, parce que déjà c'est un problème qui est évident. Quand je parle d'outils, je fais référence à l'ordinateur, je fais aussi référence à la connexion Internet et même au réseau électrique. C'est même parfois la question des compétences technologiques. C'est-à-dire que vous avez de nombreux jeunes aujourd'hui qui sont connectés. C'est difficile de voir un jeune aujourd'hui qui n'est pas sur Facebook, qui n'est pas sur WhatsApp, qui n'a pas un Android. Mais la véritable question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel technologique, de ces compétences technologiques? Est-ce qu'on forme suffisamment les jeunes à utiliser leurs compétences, soit pour apprendre, soit même pour travailler, soit même pour travailler. Donc, dans un contexte comme celui-ci, les opportunités d'emploi doivent être développées dans le champ du numérique. Mais pour que cela soit possible, il faudrait même déjà qu'il y ait un environnement favorable, non seulement à l'accès à l'outil informatique, mais surtout justement au développement de ces compétences technologiques et numériques. Dominique Messanga, la jeunesse occupe une place de choix. Le président dit toujours que c'est le fer de lance de la nation. Et maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, on peut quand même faire confiance au potentiel de notre jeunesse aujourd'hui? Parce qu'il faut se rendre compte que dans plusieurs domaines, la jeunesse se démarque. Oui, déjà, ce que je veux dire, c'est que je reconnais que la jeunesse est le fer de lance de la nation, comme le dit le président de la République. Mais j'aimerais dire que le président de la République semble ne pas le reconnaître dans les faits pratiques. Puisque si lui, il a été ministre dans ce pays trentenaire, pourquoi est-ce que dans ces gouvernements actuels, on ne retrouve aucun jeune trentenaire? Moi, je pose une question. Vous pensez vraiment qu'ici, là, nous sommes 5 sur ce plateau, vous pensez que personne d'entre nous ici ne peut être à la tête d'un département ministériel? Vous pensez que nous sommes assez idiots jusqu'à ce niveau? Non. Nous avons la compétence nécessaire. Nous avons même parfois l'expérience nécessaire. Nous avons été membres actifs dans la société civile. Nous avons été parfois présidents d'associations à l'université. Nous avons, à un moment donné, été à la tête de certaines organisations. Mais pourquoi est-ce que nous ne recevons pas des postes de responsabilité? Pourquoi est-ce qu'on nous demande toujours d'attendre? C'est la raison pour laquelle je ne peux pas adhérer au RDPC. Parce qu'ils sont champions là-bas pour leur tenir ce discours. Attendez, soyez patients. C'est le discours qu'on leur tient. On dit attendez. Mais on va attendre jusqu'à quand, monsieur Passy-Bokolo? Vous prenez la fille de quelqu'un, vous mettez chez vous. Vous n'arrivez pas à doter cette fille parce que vous n'arrivez pas à trouver 2 millions de francs. C'est de ça qu'il s'agit. Nous ne sommes pas responsabilisés dans ce pays. La jeunesse, elle est délaissée. À partir même de 15 ans, vous commencez déjà à sentir la tournure de votre vie. Le virage que votre vie va prendre. Il n'y a pas d'opportunité. Tout à l'heure, il me parlait de l'entrepreneuriat.
Monsieur Martial Bessala, je suis devenu par la force des choses entrepreneur. Puisque ne pouvant pas exercer mon métier d'architecte, parce qu'on m'a dit que je ne pouvais pas, si je ne suis pas inscrit à l'ordre, je ne peux pas l'exercer. Donc je suis donc devenu entrepreneur. Mais vous croyez que dans ce secteur-là, vous pouvez vraiment exercer? Mais vous fonctionnerez dans l'informel. Qui dit informel, dit que même l'État est perdant. Parce que vous ne payez pas d'impôts. Lorsque je construis une maison dans l'informel, monsieur Martial Bessala, ça signifie que l'État n'est pas au courant de l'engagement que je prends avec le maître d'ouvrage. Ça signifie que si l'État n'est pas au courant, l'État ne perçoit pas sa quote-part qui pourra l'aider à construire justement nos routes et nos hôpitaux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui vous retrouvez 80% de Camerounais dans l'informel, 20% dans le formel? Et lorsque j'entre dans ces 20%, vous remarquerez que à peine nous avons des Camerounais là qui payent véritablement l'impôt. Donc, lorsqu'on parle de la jeunesse ici, c'est un sujet qui doit être pris au sérieux. Il y a, je ne vais pas dire grabataire comme certains le disent souvent, mais il y a nos patriarches, parce que je suis issu de la culture bantou, nous respectons les patriarches chez nous. Mais nos patriarches aujourd'hui sont devenus très égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux et à leur progéniture. Ils ne pensent plus, ils ne sont véritablement plus des patriarches dans le sens premier du terme qu'on avait dans ma culture bantou. Parce qu'un patriarche, avant, était capable de se sacrifier pour la communauté. Était le référentiel de la communauté. Aujourd'hui, quels sont nos référentiels dans notre pays? Mais cela m'amène justement à poser une question à Bessala. La jeunesse a un manque de repères, véritablement. Je reviens avec cette question. La jeunesse a un manque de repères, puisque aujourd'hui, il n'y a pas de jeunes qui retrouvent des idoles. Il n'y a presque pas aujourd'hui. Il y a un sérieux problème. La jeunesse se perd, la jeunesse erre. Parce qu'il faut notamment, parce que quand on sillonne un peu les quartiers et puis certaines localités, on se rend compte que la jeunesse est en manque de repères véritablement. C'est un problème, hein, vous qui communiquez pour le RDPC, vous qui êtes au pouvoir. Oh, je ne sais pas si la jeunesse manque de repères. Ou alors, parce que moi, je n'ai pas un mandat pour parler au nom des jeunes et dire que les jeunes m'ont demandé... C'est un constat. Non. C'est un constat. Je ne sais pas si moi, je ne suis pas jeune. Je suis jeune, mais j'ai des repères. C'est pas si vous n'en avez pas. Quels sont vos repères? Permettez. Monsieur Mzanga. C'est moi qui pose les questions. Justement, on constate que la jeunesse... Je reste parce que vous êtes jeune. C'est pas aujourd'hui. Est-ce que vous avez, là où vous êtes, est-ce que vous avez un travail décent? Oh, monsieur Alfred. Mais puisque vous dites que vous... Permettez. Allez-y. Vraiment, quand je viens sur un plateau serré comme celui-ci, je ne viens pas là parce que il va falloir que je vienne régler mes comptes ici, de ce qui regarde ma vie. Moi, je suis un homme politique. Vous voyez? Et l'homme politique commence à devenir un homme politique quand il pense pour les autres. Il peut être celui-là qui porte les réclamations et les revendications des autres pour réfléchir et trouver des solutions. Ça c'est l'homme politique. D'où cette question. Justement. Donc, si je viens et commence à vous dire que vraiment, j'ai un emploi, j'ai ceci, je mange 3 fois par jour, ceci, non, je ne sais pas. Allons-y rapidement. Bon, ce que je veux dire, c'est que, ne nous perdons pas. Nous avons un sujet bien précis. Chacun de nous peut avoir ses frustrations, ses manquements, ses insuffisances. Et l'État a ce rôle-là d'accueillir toutes ces réclamations, toutes ces revendications, toutes les critiques, tout ce qu'on veut. Les citoyens doivent les déverser au niveau de l'État. Ça, c'est clair. Et l'État est dans cette boîte noire qui analyse donc tout cela et trouve des solutions. Ça, je n'ai rien contre la critique des uns et des autres. Même comme certains pensent que quand on veut les contredire, nous on pense qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Nous n'avons pas de problème avec vos critiques, monsieur Mzanga. Portez vos critiques, vous avez tout le droit de réclamer tout ce que vous voulez à l'État du Cameroun, en tant que citoyen. Ça c'est clair. Maintenant, il y a une chose qui est de réclamer. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse apparaît, c'est un tout fait. Ce que j'évite, c'est qu'on pense que la jeunesse constitue une minorité sociale au Cameroun. Et que cette minorité... Non, ce n'est pas le cas. C'est la majorité, vous-même connaissez les chiffres. La jeunesse est une majorité
qui est même une majorité qui doit être dominante. Vous comprenez? La jeunesse doit comprendre déjà, quel est son rôle, quelle est sa place et qu'elle peut influencer n'importe quelle politique publique au Cameroun de par sa position et son calibre de majorité sociale. Ça, c'est dingue. Mais aujourd'hui, les jeunes, même quand je les entends parler de la jeunesse, même sur ce plateau, je le constate, ils me érigent aux yeux de l'État et des dirigeants que la jeunesse constitue donc une majorité qui est minoritaire. Parce que pour les dirigeants, ils savent qu'il faut faire attention à la jeunesse, parce que la jeunesse constitue la plus grande partie de notre société. Il faut faire attention. Mais quand les jeunes même parlent, ils disent que non, nous sommes minoritaires, nous sommes tellement embasillés, nous sommes dépourvus de moyens même d'influencer les politiques publiques. Non, cette position, non, c'est pas le cas. Je vais vous dire, c'est pas le cas. Et nous autres sommes ceux des jeunes qui pensons que nous avons la majorité sociale au Cameroun, nous avons le pouvoir social au Cameroun, et qu'en tant que jeune, la jeunesse qui peut être un seul instant conscient en grande masse des enjeux qui sont des enjeux parfois politiques. Quand je le dis, combien de jeunes sont des adhérents des associations de la société civile, des partis politiques? Très peu. Mais chacun veut que les choses changent. Personne ne veut s'engager politiquement. Quand Bessala s'engage, on dit vraiment tu es dans le mauvais camp. Vraiment tu es avec les vieux. C'est le parti des vieux. Bessala sort du RPC. Tu fais quoi là-bas? Quand je lui demande, mais toi tu es de quel parti? Tu es où? Tu es engagé où? Tu influences? Tu proposes où? Il est au bar. Il joue au pari foot. Donc, moi je me méfie de ces jeunes-là. Et je dis ceci, ce que je voulais dire, c'est que il y a des minorités sociales au Cameroun. Si vous pensez que la jeunesse est une minorité sociale, ça je vous le conseille, vous avez affirmé oui. Alors sachez donc qu'au Cameroun, ce n'est pas la seule minorité sociale. Vous avez des femmes qui vont vous réclamer. Elles disent aussi, elles mènent le même combat et prennent les mêmes postures dangereuses que vous prenez. C'est-à-dire qu'elles sont majoritaires, elles dépassent même les hommes, mais quand elles prennent des positions, elles prennent les positions de faiblesse et de minorité pour réclamer ce qui leur revient de droit. C'est une faute, même dans la réclamation. Vous avez des handicapés. Est-ce que les handicapés... Il faut tenir compte. Vous, en tant que président de la République, Paul Biya, par exemple, il faut tenir compte des handicapés. Il faut tenir compte des albinos, par exemple. Il faut tenir compte... Et voilà encore une autre forme de minorité qui monte et qui tape les tambourinages partout dans le monde. Les homosexuels qui viennent là et qui disent que nous avons besoin aussi, nous réclamons. Donc il faut faire très attention. Lorsque vous êtes dans la réclamation, c'est vrai de réclamer, c'est bien même, c'est très beau. Si on donne à la jeunesse ce que vous réclamez, moi en tant que jeune, certainement j'en bénéficierai. Donc j'encourage la réclamation et la critique. Mais ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui, la critique doit porter sur les instruments qui sont en place. J'insiste là-dessus. Quels sont les instruments, il faut les cibler, qui sont là pour la jeunesse, qui ont été mis en place pour la jeunesse? Est-ce que ces instruments sont efficaces? Pourquoi ne sont-ils pas efficaces? Est-ce que le Fonds national de l'emploi Permettez. est efficace? Oh, vous dites qu'il n'est pas efficace, je ne sais pas. De quelle position? Je n'ai pas dit. Je ne sais pas si je suis le boss de Je suis dans votre logique. Voilà. Donc, pour vous dire quoi? Allez-y. Faut pas me divertir. Je suis en train de dire que je reste concentré en disant, ces instruments, il faut les cibler. Les cibler, instruments palier après palier, les analyser, les décortiquer, trouver leurs faiblesses, chercher comment les réajuster. Non, vous savez, vous connaissez mes positions par rapport aux instruments qui sont mis en place pour les jeunes. Vous avez parlé tout à l'heure, peut-être qu'on reviendra avec l'autre sujet sur l'équilibre régional, comment on recrute à la SNH, comment on recrute ci, par-là. Ce que moi je voudrais dire aux jeunes, c'est que, au Camerounais même en général, c'est que le Cameroun est un État qui est en construction, qui entame même sa construction. Ça veut dire que toutes les opportunités... Après plus de 50 ans d'indépendance. Pour un État, c'est comme un bébé de 6 mois, je peux vous le dire. La France a eu combien de siècles de civilisation? Les États-Unis, l'Angleterre. Donc, ne venons pas sur ce sujet. Ce que je veux dire, c'est que, et ça n'a même pas été facile déjà pour les Camerounais, vous comptez 50 ans. Et n'oubliez pas, ceux qui vous permettent de dire 50 ans aujourd'hui n'accepteront jamais de partir parce que vous-même, ici, c'est à travers vos richesses qu'ils peuvent vous financer et payer les chômeurs en France, pendant que ceux qui travaillent ici, M. Sanga disait tout à l'heure, sont mal payés. Donc, voilà une autre problématique encore qu'il faut analyser. On va revenir. Non, mais vous avez fait 2 tours de table. Allez-y. Je chute. Donc, pour dire que, M. Bokolo, oui, allez-y. M. Bokolo, ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, je veux dire, c'est un État qui est à peine qui entame sa construction. C'est un État qui est ouvert, très ouvert. Vous comprenez? Quand je dis entamer, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir une métropole digne de ce nom au Cameroun. Quand on parle de Yaoundé, c'est pas une métropole ça.
Vous ne pouvez pas. On a encore des problèmes d'électricité. Ça, c'est clair. C'est un problème de les volonté problèmes politique. d'eau, non, c'est pas un problème de volonté politique. Non. Le Cameroun est en train de se construire. Non, mais- Et chaque État est passé par cette étape. Il y a eu la poussière à Paris, à une époque de son histoire. Aujourd'hui, il y a du goudron. Pourquoi vous n'aimez pas, vous ne croyez pas à vos Mais pays, là-bas, il y a ce qui eu est une fait dans vos volonté. pays? C'est une volonté politique. Pourquoi vous ne voulez pas soutenir, je vais être revenir fier de ce qui est fait pour vos pays? oui, Et je le reviens. dernier élément que je Allez-y, voudrais très encore donner rapidement, en aux jeunes, 5 secondes, et oui. suggérer à M. Moussangé et M. Youssou, c'est que aujourd'hui, le Cameroun est passé de la concentration étatique vers la décentralisation. Vous savez ce que ça signifie? Ça veut dire qu'aujourd'hui, M. Moussanga, vous pouvez être architecte. Vous avez dit, vous êtes d'où, de Ngobedza ou de Mbidabani, c'est où? C'est commune. Oui, j'ai dit, par exemple, comme tu peux être à Yaoundé 2, Yaoundé 3, j'ai dit, mais tu peux être l'architecte de ta commune. Ah oui, tu peux penser le développement, l'urbanisme de ta commune. Ce n'est pas simplement travailler à la SNH, la jeunesse CSPH. la jeunesse est une majorité, mais une majorité marginalisée. Oui, en réalité, pour peut-être répondre à votre question, permettez-moi tout au moins de faire une petite remarque à mon jeune frère Bessala. Lorsqu'il dit le Cameroun est en construction, c'est un bébé, c'est un bébé d'État. Et il parle de la décentralisation. Oui. Ce que moi je vais vous dire. À un certain moment, soyons sérieux lorsque nous sommes sur un plateau sérieux aussi. Oui. Lorsque vous dites 60 ans plus tard, nous sommes encore bébés. C'est vrai. Honnêtement. Ok. J'ai envie de se moquer. Ah. Lorsque vous dites le Cameroun a un problème de l'électricité, Oui. vous devrez avoir honte. Pourquoi? Si déjà vous lancez la construction des barrages, je ne sais pas combien d'années, jusqu'aujourd'hui on ne voit pas la réalité, vous venez sur ce plateau dire que le Cameroun a un problème, vous devrez avoir honte de dire ça. Quoi? En réalité, que bon, peut-être moi et vous, on n'avait pas eu l'occasion de vivre peut-être avant 82. Tout au moins, ce que moi je vais vous dire, je prends le septentrion. Oui. Le barrage hydroélectrique de Lagdo alimente 3 régions et demie. Aujourd'hui, ne serait-ce que prendre en considération qu'est-ce qui ne marche pas avec le problème de délestage. Aujourd'hui, on vous donne la lumière, peut-être 2 ou 3 heures par jour. Et quand vous dites que vous voulez développer, Oui. c'est ça qu'il est question. Qui, parmi ces investisseurs, qui vont venir donc investir dans un pays où il n'y a même pas la lumière? Ils viendront. C'est de ça qu'il est question. Vous avez parlé de la décentralisation. Oui. Oui, 25 ans plus tard, on a pu enfin parachever. Mais sauf qu'on nous a vendu la chèvre, on a gardé la corde. Parce que les secrétaires, un siècle de parce que les décentralisation, secrétaires régionaux sont nommés toujours par le président de la République. Par contre, le président lui-même est élu. Vous voyez donc 6 mois, je suis élu par le président. nomme jusqu'au sous-préfet. Voilà. Donc vous voyez dans 6 mois, 6 mois, c'est le président de la République qui m'a nommé Oui. et que vous, on vous a élu, peut-être même 2 ou 3 mois après, pendant la section de plein droit, on peut toujours vous destituer de votre fonction. Donc rien ne vous garantit tant que vous ne marchez pas comme ils veulent. C'est de ça qu'il est question. Maintenant au niveau des jeunes, vous avez dit que nous-mêmes on se permet de dire que non, nous sommes marginalisés alors qu'on ne fait pas du concret. On ne fait pas du concret. Je me pose la question, lorsqu'il y a par exemple un concours et qu'un jeune aille donc présenter à ces concours et qu'on voit les noms de ceux-là Ils sont jeunes aussi, qui sont admis, ils sont jeunes, mais je parle des connotations. Non. Je parle de connotations. Non, c'est vrai. Non. C'est ça. Vous avez parlé tout à l'heure de l'équilibre régional sur les recrutements. Par exemple, à la SNH, j'ai envie de te poser la question, à quand date le dernier recrutement
à la Société nationale des hydrocarbures. Je peux répondre. Vous pouvez répondre. C'est pas vous qui posez les questions sur le plateau. Je reviens. Vous avez la parole, vous la maintenez parce que on va sortir de cette thématique. Un mot à l'endroit de la jeunesse aujourd'hui. Oui, ce que je veux dire à mes frères jeunes comme moi, ne nous laissons pas faire. Allons jusqu'au bout. C'est tout ce que moi je peux leur dire. Oui, Hassan. Alors, il faut simplement dire que la jeunesse est une force. Il faut qu'elle prenne conscience qu'elle est une force et qu'elle cesse. C'est vrai qu'à un moment, on a l'impression qu'elle a été éduquée pour croire qu'elle n'est pas forte. Il faut qu'elle prenne donc conscience de sa force et qu'elle apprenne à imposer la direction à suivre à ceux qui nous dirigent. Parce que tant qu'elle attendra tout de ceux qui nous dirigent, je pense qu'elle-même, elle ne sortira pas de ces difficultés-là. Dominique Messanga. Oui, ce que j'aimerais dire, c'est que au sortir d'ici, je suis au moins d'accord sur une chose avec M. Martial Bessala, c'est que les jeunes ne s'impliquent pas dans la chose politique. Moi, je l'ai dit. Je suis très heureux aujourd'hui de partager un plateau avec un camarade dans la société civile, M. Youssoufa, parce que nous avons été ensemble très actifs là-dessus, des hommes de terrain. Et nous avons grainé des foules, des jeunes comme nous. Et nous avons pu observer lors de cette construction que les jeunes délaissent un peu cette affaire. Or, ça c'est les moyens de pression qu'on peut utiliser sur l'État, sur ceux qui dirigent pour obtenir un certain nombre de résultats. Or, si nous sommes minoritaires dans ce secteur d'action, je vous assure, ceux qui prennent des décisions continueront à prendre des décisions en leur faveur et en l'absence de la jeunesse. D'accord. Martial Bessala, pour sortir définitivement de cette thématique. Je sors en quelques mots en disant que la jeunesse telle qu'on définit n'est ni un gage de compétence, encore moins d'incompétence. Et que les jeunes d'aujourd'hui étaient jeunes hier. Et que les jeunes d'aujourd'hui sachent qu'ils seront vieux demain. Donc à chaque fois qu'on parle de la problématique de la jeunesse, mettons un peu d'eau dans notre vin et essayons de laisser l'enthousiasme jeune de côté pour penser un État, parce que demain, ces jeunes d'aujourd'hui seront appelés des vieux de demain. Est-ce qu'ils accepteront certains qualificatifs? Moi, je ne sais pas. Mais enfin, je dirais aussi que la jeunesse, comme je l'ai dit, est une grande force politique au Cameroun et partout en Afrique. Et que si la jeunesse continue de se constituer comme minoritaire, alors elle sera minorisée et elle sera même marginalisée, voire même écrasée. Comme nous autres, nous sommes là pour dire que nous sommes les plus forts même. Nous sommes les plus nombreux. Nous sommes ceux-là sur qui l'avenir du Cameroun repose. Alors, il n'est pas question que lorsque l'avenir d'un État repose sur vous, vous soyez des pleurnichards. Il faut être des combattants, il faut que ceux-là qui doivent mériter l'avenir de ce pays, que les pères fondateurs ont coulé du sang pour avoir. Aujourd'hui, les jeunes d'hier, s'ils étaient pleurnicheurs comme nous, nous ne serons jamais indépendants. Si les jeunes d'hier étaient pleurnicheurs comme nous, nous ne serons pas aujourd'hui sur le rail du développement et de la démocratie. Jeunesse doit prendre conscience, la jeunesse doit se prendre à main, on peut dire, pour sortir de cette thématique. On va aller du côté de la technique, prendre cette transition qui va nous permettre, n'est-ce pas, de débattre sur la deuxième thématique de ce jour. À tout de suite. Retour dans ce studio pour, n'est-ce pas, poursuivre cette émission avec les invités qui sont en place. La deuxième thématique porte sur le mémorandum de la communauté Fali, enjeux et perspectives dans un mémorandum adressé au chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya. La communauté Fali, pour la valorisation de ses potentialités, évoque la déperdition des valeurs, des traditions et de son identité
ancestrale dans la région du Nord, on peut dire dans le Grand Nord d'une manière générale. À Sana, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, n'est-ce pas, des Fali, que vous appelez là-bas les Nimango, c'est ça, Nimango? Oui, oui. Oui, en réalité, le peuple Fali est un peuple qui occupe le corridor pour ceux qui connaissent la région du Nord. C'est ce peuple-là qui occupe pratiquement 2 départements qui sont juste au milieu. Lorsque vous prenez de Pachou jusqu'à Dourbé, c'est-à-dire que la frontalière avec le Nigeria, de l'autre côté de Mao Kebi jusqu'à Mao Oulo. Donc, juste au milieu, c'est ce peuple Fali qui vit pratiquement depuis le 10e siècle jusqu'aux nos jours. Voilà en quelque sorte la présentation de ce peuple Fali. Les Fali font partie, n'est-ce pas, des premières communautés à habiter les plaines et les montagnes de la Benue, c'est vrai? Oui. Oui, je vous disais ici que nous sommes, au fait, nos grands-parents habitaient sur les plaines de montagne, parce que la zone que je vous ai donnée, pour ceux qui connaissent le Nord, savent que c'est la zone des montagnes. Donc de Dourbé jusqu'à Bachau, de l'autre côté aussi, de Mao Kebi jusqu'à Mao Oulo, dans le milieu tout au long, c'est Fali que nous sommes. Nous habitons le lieu. C'est pourquoi on se dit, pourquoi étant donc autochtone, surtout avec la décentralisation qu'a parlé M. Bessala, et que aujourd'hui, on se dit, c'est comme si ce peuple, pas c'est comme si, mais ce peuple est vraiment mais peut-être à l'écart, il a été oublié. Voilà le pourquoi on se dit, pourquoi n'est pas dit au chef de l'État qu'il n'oublie pas, même le préambule de la Constitution dit l'État doit protéger des peuples minoritaires aussi. Donc voilà en quelque sorte. Je rappelle que vous êtes à peu près, ou alors un peu plus de 800 000 Fali. Oui, nous sommes plus de 800 000 âmes. 800 000 âmes. Oui. Donc aujourd'hui, est-ce que leur démarche est logique, Martial Bessala? Oui, dans un cadre plutôt politique, vous verrez que c'est logique. Chacun, je vous ai dit, a la possibilité, le droit dans un État de faire des réclamations. La seule chose qui est interdite, c'est que ces réclamations soient faites dans un cadre qui est extra-législatif, qui n'est pas acceptable. Ceux qui veulent casser, voilà, qui n'est pas républicain. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils ont porté une revendication en tant qu'un peuple autochtone qui est marginalisé? Là, c'est encore acceptable parce qu'il faut tenir compte dans la logique du Cameroun. Même la Constitution le dit, chaque groupe et chaque citoyen doit participer à la gestion des affaires publiques. S'il y a donc dans la constitution donc, sociologique des listes, parfois dans les élections législatives municipales de ce côté, s'ils ne sont pas pris en compte, c'est une faute. Il faut le dénoncer et dire que dorénavant, ils doivent être constitués et considérés et dans l'association, la gestion de la chose publique. Maintenant, ce que je voudrais dire globalement, c'est que au constat, quand même ces dernières années, beaucoup et même bien avant, il y a une résurgence. Bref, on a vu un temps où il n'y avait plus trop de revendications à caractère identitaire et communautaire, et que il y a une remontée de ces revendications. Alors la problématique est posée et on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se cache toujours au fond de cela. Parce que là, c'est la forme. Tout ce qu'on dit là, ce que M. Youssouf dit, présente, c'est vrai, c'est logique, ça reste. Mais au fond, quand on analyse, on se dit que aujourd'hui, nous sommes dans une position où certains ont bien pensé que le président Paul Biya a 8 ans, bientôt 9 ans au pouvoir. Peut-être quand il partira, il va bien falloir que certains se positionnent là pour réclamer leur part du gâteau. Le Cameroun n'est pas un gâteau, ça il faut toujours le dire. Et c'est dire que chaque fils de la nation, d'où qu'il vienne, au-delà de son caractère communautaire, ethnique, tribal, doit être un Camerounais, citoyen camerounais. Voilà pourquoi dans une tribune, un article que j'avais publié, j'avais dit que le Cameroun, nous n'avons pas encore de citoyens camerounais au-delà du caractère de celui qui a les droits et les devoirs. Parce que le citoyen, c'est celui qui a les droits et les devoirs. Mais au fond, il faut élever le niveau de la définition du citoyen et c'est dire que nous avons atteint dans certains États que j'ai essayé de comparer, où on parle par exemple du citoyen américain.
avant de parler de l'Indien, avant de parler de l'Hispanique et au clair, on parle du citoyen américain. Ça veut dire que celui-là, il est d'abord, il doit être camerounais d'abord. Le citoyen camerounais est au-dessus de la communauté. Ça veut dire qu'on a un citoyen camerounais qui, il est d'abord camerounais avant d'être considéré, avant d'être Eto, Lewonto, Fali ou Peul. Vous voyez un tout petit peu. Et que pour qu'on atteigne ce niveau, il sera très difficile. Voilà pourquoi vous avez toujours les remous où on vous dit que un Camerounais qui est de Mbankomo, qui quitte et qui va s'installer, par exemple, à Bansoa, on vous dit non, vraiment, c'est un allogène, un autochtone. Ça, c'est vrai, il faut protéger cela. Mais en réalité, il faut qu'on atteigne un niveau où on dira que tout le Cameroun appartient à l'État du Cameroun d'abord et que les citoyens qui y vivent appartiennent aussi à l'État de même que le Cameroun et que à un certain moment, chaque Camerounais, avant de s'installer où que ce soit, peut être en mesure de demander l'autorisation de l'État pour son installation et que cet État-là soit donc ce moule d'équilibre et de justice sociale. Parce que quand vous regardez cela, cela interroge les politiques que nous sommes en disant aujourd'hui, il va bien falloir que certaines réformes, parce qu'il y a des réformes, si on va entrer peut-être dans les détails tout à l'heure, certaines réformes qui sont aujourd'hui des réformes désuètes et qu'il faut les réformer. Il faut réformer l'État du Cameroun, il faut réformer les institutions, la décentralisation est un atout, il faut la réformer, il faut la renforcer de telle sorte que les Camerounais ne trouvent plus l'utilité à partir d'un coin du Cameroun d'aller à Yaoundé faire des revendications pour ce coin-là. Parce que l'État, à partir de Yaoundé, stratégiquement, aurait équilibré les choses de telle sorte que chaque Camerounais se sent à l'aise où il est par le développement. Ce sont des questions de développement en réalité. Lorsque quelqu'un se lève et dit il n'y a pas de route chez moi, c'est légitime, il faut une route là-bas. Parce que personne n'acceptera de vivre où il n'y a pas de route. Il faut de l'eau chez moi, et c'est légitime. Parce que quand vous regardez la communauté du Grand Nord, vraiment, quand vous faites un tour là-bas, vous rendez compte à l'évidence qu'il y a des problèmes de développement, ça c'est vrai. Et que j'avais vu une image où il y avait des enfants qui s'abreuvaient à la même eau que des bêtes. Et que quand j'ai vu cette image de ce côté, je me suis dit, mais bon Dieu. Mais monsieur Bekolo, en même temps, l'élite que j'avais rencontrée de ce côté, elle m'avait raconté une anecdote, je sors par là, qui m'a fait rire. L'élite me dit, je me suis proposé de faire une bonne fontaine ici, où chacun viendra puiser de l'eau. Il me dit, j'ai fait cette bonne fontaine, les gars passaient par la bonne fontaine, il ne puisait pas de l'eau là. Parce que quand il a demandé, mais pourquoi vous ne puisez pas de l'eau potable que moi j'ai demandé vous puisez ici? Vous allez puiser une eau où vous partagez avec les bêtes. Et ils lui ont répondu, vraiment, monsieur le ministre, nous, si on puise de l'eau ici, vraiment ça va nous pénaliser parce que là on va puiser de l'eau, en même temps on cherche du bois là-bas, on cherche du mil là-bas, on cherche du... Donc c'est la décentralisation c'est un problème de mentalité qui doit, aussi. Voilà, c'est la décentralisation qui, par le fils Fali par exemple, qui va dire que alors monsieur le maire, au lieu de nous mettre une bonne fontaine au centre de la ville où tu penses que tout le monde viendra puiser, mets-nous la bonne fontaine où on cultive, parce que quand on va puiser on va couper du bois, prendre du mil en même temps. Ça peut être l'une des solutions. Donc, Dominique Messanga, le fait, les Fali demandent la création, n'est-ce pas, d'une chefferie de premier degré et à la tête de chaque groupement. Il faut dire que c'est 5 groupements au total. C'est pas trop demandé? Non, ce n'est pas trop demandé. Moi, j'ai parcouru les revendications. Ce que j'ai trouvé d'anormal, c'est les revendications, genre, nous n'avons pas un secrétaire ou un ministre de rang depuis la nuit du temps. Ça, c'est des revendications qui, ma foi, n'ont pas de sens. Voilà. Parce que, je vous assure, si on entre tous dans ce type de revendications, moi, j'ai mes cousins veuleux juste ici à côté, dans la Meufou à Famba, où on a lancé une route là depuis, ça fait sensiblement 3 ou 4 ans aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on n'arrive pas à finaliser cette route. Les Veleux, depuis, n'ont pas de ministre dans ce pays. Or, ailleurs, dans des présupposés même de gouvernance et dans des pensées, dans l'imaginaire. Le commerce n'est pas Veleux Non, il n'est pas Veleux, il est Hondo. Les Veleux, c'est toute une autre communauté. Ceux qui sont de cette région du Cameroun savent de quoi je parle. Donc, ils n'ont pas. Si vous entrez, si vous laissez même les Veleux, vous allez du côté de ça, chez mes cousins également là-bas, c'est-à-dire les Manguissa. Ils ont quel ministre là-bas? Si nous devons tous entrer, et les Fali aujourd'hui,
ont la possibilité de revendiquer un ministre parce qu'ils sont allés à l'école. Les pygmées qui, à 80 ou 90%, ne sont pas scolarisés, ils vont revendiquer le ministre quand? Vous comprenez? Moi, ce que je veux dire ici, c'est que l'État du Cameroun doit résoudre les problèmes de fond pour toutes ces populations. Si aujourd'hui, il y a un débat sur tel tribu qui entre massivement à l'ENAM, tel autre qui entre massivement à l'école des travaux, tel autre qui entre massivement à la faculté de médecine, c'est simplement parce que la répartition de la scolarisation, c'est-à-dire la stratégie de la scolarisation sur l'étendue nationale n'est pas très bien respectée. C'est normal aujourd'hui qu'on retrouve plein de bêtises, plein de douala, plein de bamileke dans la fonction publique. Parce que c'est les régions qui sont hautement scolarisées. Comment est-ce que vous allez concourir? C'est la raison pour laquelle certains ministres, j'aurais entendu que certains ministres peuvent se permettre de dire que non, les nordistes n'entrent pas parce qu'ils n'ont pas le niveau. Non, ils n'ont pas le niveau, pas parce qu'ils sont idiots. C'est parce que les politiques publiques n'ont pas développé le coin en termes d'infrastructures scolaires. Parce que et c'est la raison pour laquelle je suis souvent scandalisé lorsque j'entends certains dire non, nous sommes les plus intelligents. Sur quelle base vous estimez que vous êtes les plus intelligents? Vous comprenez un peu? Parce que dès qu'on aura, monsieur Bokolo, des Camerounais au même niveau d'études qui iront à proportion égale à l'école, c'est à ce moment qu'on commencera à dire ok, ceux-ci vraiment ils ont des capacités très élevées dans le domaine technologique, ceux-ci ont des capacités très élevées dans le domaine littéraire ou des sciences sociales par exemple. Donc il faut à un moment, moi j'interpelle l'État pour dire à l'État, ces Camerounais qui sont à Girgis, ces Camerounais qui sont au fin fond, je vais prendre un autre cas par exemple, je vais parler des Mabéa dans le sud. Vous avez déjà entendu parler de cette communauté. Qu'est-ce que cette communauté vit là-bas? Ils sont pourtant dans le sud de M. Paul Biya. Il y a des Camerounais qui ne savent pas que des Camerounais de ce côté-là souffrent. La route Ebolova-Kribi aujourd'hui pénalise la communauté Mabéa, pénalise la communauté Ntoumou. Lorsque ceux-là vont se lever, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si les Mabéas ne sont pas majoritaires à l'ENAM aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'ont pas d'école. C'est pas parce qu'ils sont idiots. Donc, j'aimerais interpeller les Camerounais pour dire que arrêtons ce type de débat. Ce type de débat ne nous élève pas. Et en plus de cela, monsieur Passy Bokolo, Aïdjo disait, nous avons eu l'indépendance, nous avons un État, mais la nation reste à construire. Ça, c'est ce qu'il nous disait lors de l'avènement de l'indépendance. Et il avait raison. Parce que nous aurons véritablement une nation, lorsqu'on ne parlera plus de bêtises, on ne parlera plus de douala. Parce qu'on se sera tellement mélangé qu'on personne ne pourra plus dire je suis autochtone de Yaoundé. Parce que même lorsqu'on veut parler de revendications, même ici à Yaoundé, les autochtones de Yaoundé ont des revendications. Bien sûr. Comment est-ce qu'ils font pour enterrer les leurs? Alors qu'ils ont fait des sacrifices pour l'État. Lorsque vous regardez par exemple un territoire comme l'ambassade de France, qui a été pris, un terrain qui comme ça a été pris sans dédommagement des populations locales, vous croyez que ceux-là, ils trouveront des terres où? Lorsque vous regardez les églises, les ministères et un certain nombre de choses qui ont été construites sur ces terrains, sur des gens qui avaient pour village, pour culture, ces terrains-là, comment est-ce qu'ils sont dédommagés? Ailleurs, moi je suis dans le domaine de l'habitat et de l'urbanisme. Ailleurs, lorsque on est dans une capitale, on octroie aux populations un cimetière, on octroie aux populations autochtones un centre culturel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous voulez manifester votre culture, comment vous faites pour vous réunir? Il n'y a pas de repère. C'est l'État qui doit assumer ses repères. Par contre, ce que je trouve positif, et là je vais chuter par là, dans ce mémorandum, c'est la demande de la construction d'un musée qui permettra de sauvegarder. On va y revenir. On va y revenir. Le fait de demander l'érection, n'est-ce pas, des chefferies Fali de 3e degré en 2e degré n'est pas exagéré. Est-ce que ça ne peut pas pousser d'autres communautés à demander autant que la communauté Fali?
Non, ce n'est pas exagéré. Il faut dire que c'est toujours avec un sentiment quand même mitigé que je reçois ce qu'on appelle les mémorandas. D'une part, les mémorandas au Cameroun sont regrettables parce que ils peuvent être compris comme une stratégie de repli identitaire dans un contexte où on veut avancer vers la construction de la conscience nationale, vers la construction d'une nation. Et donc on a l'impression parfois qu'il y a des communautés qui ne se sentent pas suffisamment intégrées, qui n'ont pas encore suffisamment intégré l'idée selon laquelle nous devons plus aller vers la nation et non pas vers l'identité tribale. Mais d'autre part, on peut comprendre les mémorandas parce que jusqu'à preuve de contraire, ce sont des moyens légaux et pacifiques de revendication des gens qui se sentent de manière légitime marginalisés. Et il faut donc que l'État prête une oreille attentive à chaque mémorandum et surtout prenne la peine de répondre aux demandes qui peuvent être répondues, comme par exemple l'érection en chefferie de deuxième degré, oui, effectivement, ou même la création des chefferies de premier degré. Tant que c'est possible, il faut répondre à ce type de demande, parce qu'il ne faudra pas qu'à un moment, on passe des revendications républicaines légitimes vers des revendications qui sont plutôt violentes. Mais au-delà de tout, cela montre quand même la complexité qu'il y a à gérer un pays comme le Cameroun, qui est multiculturel, qui est multi-ethnique et multi-tribal. Vous savez, l'intelligence politique a voulu qu'on mette sur pied ce qu'on appelle l'équilibre régional, qui avait justement pour ambition de permettre à toutes les populations, à tous les citoyens, quelle que soit leur, quelle que soit leur région d'origine, de participer juste à la construction. Sauf que cette politique a montré ses limites, puisque les régions elles-mêmes ne sont pas homogènes. À l'intérieur des régions, il y a également des différences. Et on s'est rendu à un moment compte que l'équilibre régional profitait à certaines élites qui pouvaient appartenir à des clans, à des tribus, et que cela entraînait plutôt la marginalisation d'autres clans, comme on peut voir en ce qui concerne la communauté Fali. Parce que là, vous avez effectivement l'équilibre régional tient en compte le Grand Nord. Mais vous allez vous rendre compte qu'à l'intérieur de l'équilibre régional ou à l'intérieur du Grand Nord, il y a d'autres disparités qui naissent. Et il y a des clans qui s'accaparent toutes les places qu'on peut octroyer au Grand Nord au détriment d'autres clans, d'autres familles qui veulent émerger. La décentralisation peut être également une solution parce qu'elle permet de rapprocher les gouvernants des gouvernés. Et donc, il sera difficile avec une décentralisation effective et menée telle que cela l'exige. Il sera difficile qu'on ait encore des populations qui sont délaissées. C'est pourquoi il ne faut pas bâtiner avec les questions de la décentralisation parce qu'elles viendront résoudre ce type de revendications. Il est encore quand même regrettable qu'aujourd'hui, ce soit à l'État central que les gens fassent ce type de revendications. Ce type de revendications devrait être fait auprès des collectivités territoriales décentralisées. Et le fait que ce soit à l'État central prouve que la décentralisation n'est pas encore effective dans notre pays. D'accord. Youssoufa, aujourd'hui, l'introduction dans les programmes scolaires, l'enseignement sur l'histoire de la communauté du Grand Nord, d'une manière générale, sera-t-elle bénéfique pour le Cameroun et pour votre communauté? En réalité, je pense que moi, j'ai fait mes études pratiquement ici à Yaoundé. Et j'ai trouvé quelque chose qui n'est pas normal lorsqu'on prend l'histoire et même peut-être même la géographie. Vous allez voir toujours l'histoire est un peu biaisée. Par exemple, lorsqu'on va vous parler en ce qui concerne les habitants du Nord, la Benue, par exemple, de Maoulouti, vous verrez, à un certain moment, le mot Fali a tendance à avoir, ça pèse, justement pour prononcer. Tout à l'heure, Messanga a dit que non, ce peuple revendique, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont fait les études. Monsieur Messanga, je veux te dire que, est-ce que tu sais que le premier agrégé du Grand Nord est un Fali? C'est exactement ce qu'il dit. C'est ce que je dis. Voilà. Non, puisque vous avez dit, parce qu'aujourd'hui,
on a fait l'école. C'est comme si avant on n'avait pas fait l'école. Il fallait donc regarder. Bon, maintenant, tout au moins, je reconnais que ce soit M. Sanga ou M. Bessala, ils ont quand même reconnu que la revendication est républicaine. Tout au moins, jusqu'ici, je pense que personne n'a contredit. Sauf que M. Sanga dit là où lui il trouve que ce n'est pas normal, c'est parce qu'on a revendiqué des postes ministériels. Je vais vous dire que des postes nominatifs revient. C'est des postes, le pouvoir discrétionnaire revient au président de la République. Et lorsque je dis président de la République, il y a le mot République qui revient, qui veut dire la chose publique. Et vous ne pouvez pas dire que la chose publique qui est le Cameroun, que non, il ne faut pas que les Fali viennent dire que non. Nous aussi, il faut Est-ce que vous êtes marginalisé? Vous vous sentez marginalisé? Exactement. Exactement. Vous-même, vous avez lu le mémorandum. Et M. Bissell a dit tout à l'heure, si déjà même le code électoral prévoit et même la loi sur la décentralisation prévoit, si les autres n'ont pas pu respecter, c'est anormal. Je vous rappelle que lui, c'est un militant du RDPC, c'est sur cette casquette qu'il est donc venu. Donc, je vous transmettre donc ces messages que M. Bissell là, en tant que militant du RDPC, nous sommes donc marginalisés. La loi sur la décentralisation, je prends l'article 276. Il dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques et assurer la représentation de la population autochtone. Je prends un exemple, le conseil régional du Nord. Le bureau exécutif n'a aucun Fali. Cette même loi revient. Je vous dis, ça revient. Mais vous êtes sur la loi régional quand même. Je suis en train de vous dire sur le bureau exécutif. Non. J'en arrive. Allez-y, rapidement. L'article 246 toujours de la loi générale sur les collectivités territoriales décentralisées. Il dit que le maire de la ville, le conseil municipal d'une commune d'arrondissement de la dite commune ou communauté urbaine est une personnalité autochtone de la région de rattachement de la commune, de la communauté urbaine. Mais je prends même un exemple, ne serait-ce que même aussi le bureau exécutif de la commune, de la mairie de la ville, il n'y a aucun Fali. Je peux vous prendre autant des exemples. J'ai dit tout à l'heure... mais quand même, vous n'êtes pas les seuls à Garoua. Et vous n'êtes pas quand même seuls. Les Fali ne sont pas les seuls autochtones à Garoua. Je vais vous dire une chose. Si vous réclamez quelque chose, ce n'est pas à vous de dire que il ne faut pas que je réclame parce que même lui aussi il va réclamer. Non. Ça devient. Maintenant, tout à l'heure, Bessala a dit non. On a plus de tribus. Mais tout ceci, ça dépend de la volonté politique. C'est très simple. Si, comme M. Sanga disait tout à l'heure, que non, il y a la communauté vélée qui n'ont eu jamais un ministre. Non, ils n'ont pas de ministre, mais ils ont toujours eu les ministres. Mais maintenant, ils n'ont pas toujours. Ok. Tout au moins, le seul à ma mémoire, c'est Roger Milingui. Tout au moins, vous en avez. On a eu. Ok. Là, ils ont eu. Parce que rapidement. Mais contrairement donc aux autres, nous les Fali, lorsqu'on se dit aussi, c'est la chose publique, c'est-à-dire qu'il faut tous les hommes, tous les Camerounais, il faut qu'ils participent aussi à la construction de cet édifice. Maintenant, ça devient peut-être non, là vous avez trop demandé. Mais lorsque personne ne te dit pourquoi on demande la création d'une chefferie de troisième, du premier ou du deuxième degré, parce qu'ils savent qu'il y a une loi claire dessus. D'accord. Et s'il n'est pas appliqué, là ils savent que non, ils ne peuvent même pas parler maintenant. Vous avez une minute, chacun. Est-ce que les Fali qui demandent la prise en compte de leurs fils et filles dans les concours publics soumis à la politique de quotas régionaux, même est-ce que cela ne peut pas également amener d'autres communautés, la question que j'ai posée aux consultants tout à l'heure, ne peut pas amener d'autres communautés à revendiquer autant que les Fali? Non, une minute, je vous en prie. Lorsque une revendication devient communautariste ou ethnologique, encore moins tribalisante, nombriliste, elle devient très peu objective. Elle reste subjective. Et là, ça devient dangereux.
dans ce que vous appelez la République. Parce que la République, quand on dit choses communes là, ça veut dire que vous n'allez pas diviser les parts de République dans la République et en faire la République elle-même. Parce que beaucoup de Camerounais, chaque fois que vous poserez des revendications de développement, même pour vos coins, posez-vous la question de savoir si les autres Camerounais peuvent ne serait-ce que se reconnaître dans une telle revendication, d'un, et de deux, si ils peuvent, parce qu'ils se reconnaissent dans cette revendication, vous soutenir dans cette voie. Mais si votre revendication ne reste que Fali, Marshal Besserazra aura très peu d'arguments pour vous soutenir. Maintenant, quand je l'ai dit, je voudrais donc chuter en disant que le Cameroun n'est pas une communocratie. Il faut le dire, parce que pour sortir de ce débat, de fond, on a juste le Cameroun n'est pas pour les une communocratie. C'est une république. Ça veut dire qu'aujourd'hui, chacun, vous avez des mairies, vous avez des régions, vous avez même parfois des députés qui sont les députés de la nation, mais à l'application, on voit comment chacun rentre chez lui. Les Fali exhortent le président de la République à augmenter le nombre de chefferies traditionnelles. Je pose encore la même question qu'une des questions précédentes. Est-ce que ce n'est pas trop demandé? Au niveau des chefferies, je pense que ce n'est pas trop demandé. Même au niveau du musée, parce que j'ai vu quelque part dans ce mémorandum qu'ils ont demandé que le chef de l'État fasse quelque chose pour reprendre les objets d'art qui ont été volés ou pillés par les colons pendant la colonisation. Ça, c'est une bonne revendication. C'est même à l'ordre du jour. Vous verrez le grand débat entre le Bénin et la France là-dessus, même entre le Nigeria et la Grande-Bretagne. Donc, c'est normal. Moi, des revendications comme celle-là sont des revendications républicaines. Mais en ce qui concerne ministre et tout ce qui va avec là, c'est pas des revendications républicaines. C'est des revendications nombrilistes. Parce que, j'insiste, si tout le monde commence à faire de telles revendications, nous sommes perdus. Ce qu'ils doivent faire comme revendication, c'est le maximum d'écoles pour leur communauté. Parce qu'à travers l'école, ils auront assez de Camerounais cultivés pour maintenant asseoir leur développement personnel. Et des nominations. En 30 secondes, un mot à l'endroit de la communauté Fali. À l'endroit de la communauté Fali et de toutes les communautés du Cameroun, les revendications ne posent pas problème tant que le moyen pour les exprimer est bon. La politique de l'équilibre régional qui a semblé être bonne a montré ses limites. Il faut qu'on aille vers une décentralisation effective. Pourquoi même pas vers un fédéralisme sérieux qui va permettre que de telles revendications ne soient plus portées au niveau de l'État central. Maintenant, pour finir, en 15 secondes, l'État... Merci, Hassan. On pourra revenir certainement dimanche prochain avec, n'est-ce pas, Joël Sidney Windio qui sera des vôtres. Merci à toute l'équipe. D'abord, merci à vous d'avoir accepté de jouer ce jeu. Merci à toute l'équipe technique mobilisée pour la réussite de cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été les nôtres aujourd'hui. Prenez donc rendez-vous dimanche prochain à la même heure, s'il plaît à Dieu, bien sûr. Restez en compagnie des programmes de Cam10 Télévision qui se poursuivent. Excellent dimanche à toutes et à tous et bon début de semaine. Au revoir.